Alors, l'idée, c'est que même si on n'a pas beaucoup de temps, que je ne parle pas pendant une demi-heure, c'est que je fasse une petite introduction, puis qu'après, vous puissiez poser des questions, puis qu'on puisse dialoguer les uns avec les autres. Effectivement, je dirais quand même quelques mots dans l'approche comparative entre la France, puisque le film traite de la France, les États-Unis et la Belgique. Parce que moi, je suis spécialisé des États-Unis, mon militantisme concerne la France, et j'ai vécu également quelques années dans votre beau pays, la Belgique, puisque je fais ma thèse sur les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, et donc j'étais à Bruxelles pour travailler sur les archives du Opticam, du ministère des Affaires étrangères, ici. Donc j'ai pu apprécier la douceur de vos étés. Il faut beaucoup de courage. La première chose que je voudrais dire, c'est que cette histoire, elle n'est pas du tout évidente, et que pendant de très longues années, elle était totalement absente de tout. Il n'y avait pas de film comme ça, il n'y avait rien dans les manuels scolaires. Et ce qui bloquait, il y avait, quand un enfant noir dans les années 80 ouvrait son manuel scolaire, il n'y avait aucun personnage noir dans cette histoire. Je pense que ce soit en Belgique, que ce soit en France, même aux États-Unis, bon, c'était totalement absent. Alors qu'est-ce qui bloquait? La première chose qui bloquait, c'est qu'on disait, mais l'histoire, c'est écrit quelque part que nos ancêtres, ils sont gaulois, ou qu'ils sont, etc. Et les autres, c'est comme ça ne doit pas bouger. Alors l'histoire, c'est pas quelque chose qui bouge pas. L'histoire, c'est pas le passé. Autrement, il n'y aurait qu'un seul mot, on dirait le passé. L'histoire, c'est l'écriture du passé. C'est-à-dire ce que le présent, ce que nous, les gens du présent, retenons du passé. Ce qui est complètement différent. Alors pendant très longtemps, on n'a retenu que les blancs. Mais on a retenu aussi que les hommes. Comme si cette histoire, elle avait été faite par les hommes. Bon, les guerres, oui, ont été faites souvent par les hommes. Mais il n'y a pas que les hommes dans l'histoire. Donc aujourd'hui, il y a un mouvement qui vise à réviser cette histoire-là pour y intégrer l'ensemble des gens. Alors, la deuxième chose, c'est qu'on a conçu cette histoire comme une histoire étrangère, ce qui est complet. Alors, ça continue encore en ce moment. Vous avez dit, je fais partie du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, qui a été mise en place depuis la loi de la dame que vous voyez dans le film, la loi Taubira, de Christiane Taubira, qui est aujourd'hui ministre de la Justice. C'est pas encore évident d'intégrer ça dans les manuels scolaires, parce que quand on intègre les gens qui sont d'origine africaine, qui sont d'origine antillaise, qui sont d'origine maghrébine dans les manuels scolaires, on nous répond « Ah, c'est l'étranger et vous voulez plus enseigner la France, Louis XIV, etc., les rois belges et tout. » Bon, mais c'est pas incompatible. Et on est à l'heure de la globalisation. Donc c'est pas une histoire étrangère qu'on enseigne, c'est une histoire de la relation les uns avec les autres. Comment vous voulez faire l'histoire de France sans dire que la France a fondé Saint-Louis du Sénégal à la fin du XVIIe siècle? C'est une histoire de la relation, de même qu'au Sénégal, on ne va pas faire l'histoire du Sénégal en disant ben non, il n'y a pas eu de Français dans notre pays, on n'a pas été colonisé depuis le XVIIe siècle jusqu'à 1960. Donc c'est une histoire simplement de nos interrelations. C'est pour ça que nos pays, Belgique et France, ont un peu de problème, parce que si elles mettent de côté dans leur histoire ce qui les a reliées au monde, elles ont beaucoup plus de mal à se relier au monde aujourd'hui. Et la troisième chose, la troisième critique, c'était « Ah, mais si vous parlez de cette histoire-là, et vous faites des films comme ça va diviser les gens, c'est du communautarisme. » Bon, alors, on ne voit pas trop pourquoi, ça serait du communautarisme. Tout le monde... d'ailleurs, en plus, le communautarisme, c'est souvent la communauté de l'autre qu'on accuse. Tout le monde fonctionne un petit peu avec des solidarités qui sont... pourquoi du communautarisme? À l'école, moi, j'étais prof en lycée avant, j'ai été confronté à deux élèves qui ne voulaient pas... on avait organisé un voyage à Auschwitz. Et deux élèves antillaises me disaient « Moi, j'y vais pas, monsieur, j'y vais pas, c'est pas possible, j'y vais pas. » Je dis « Pourquoi vous ne voulez pas y aller ?» Alors les collègues, les autres profs disaient « Oui, elles sont antisémites, les antillaises, etc. » machin. Je dis « Elles ne sont pas forcément antisémites, je vais voir pourquoi elles ne veulent pas venir. » Elles ne veulent pas venir parce qu'elles sont en première, et l'année d'avant, en seconde, il y avait l'esclavage dans les manuels scolaires. Et elles ne l'ont pas fait. La prof ne l'a pas fait. Donc c'était une manière de s'exprimer
et de dire pourquoi vous faites sur une histoire et pourquoi vous ne faites pas sur une autre histoire. Après tout, c'est aussi un crime contre l'humanité, reconnu par la loi française depuis 2001, crime contre l'humanité, l'esclavage. Donc finalement, ils ont fini par nous suivre à Auschwitz, et moi j'ai fini par dire au prof, ben voilà, quand tu ne fais pas le programme, ben, il y a des élèves qui légitimement disent pourquoi moi j'ai pas le droit, on n'a pas le droit à notre histoire. Pourquoi notre histoire, elle ne fait pas partie de l'histoire de notre pays. Si notre histoire ne fait pas partie de l'histoire de notre pays, si nos grands-parents ne font pas partie de l'histoire de ce pays, ben moi je ne fais pas partie de ce pays. Ça paraît logique. Si je ne fais pas partie du passé de la famille, c'est que je ne fais pas partie de la famille. Bon. Alors, là, ça parle de la France. C'est le dernier documentaire qu'on ait fait avec Pascal Blanchard sur la France. Que je salue Pascal, et puis Rokhaya Diallo, vous avez vu dans le film, qui vous transmet ses amitiés. Elle est à Dubaï, mais elle pense qu'elle viendra nécessairement un jour également ici. Elle a beaucoup de choses à dire. Alors, Rokhaya Diallo a dit une chose que je répète tout le temps, et qui peut vous servir. Quand on vous dit d'où vous venez, et que vous dites ben, je suis belge, et qu'on vous dit mais oui, vous où avant, elle répond avant j'étais pas née. Voilà, comme ça c'est réglé, elle s'en tire par l'humour, et ça permet, parce que c'est une phrase qu'on pose qu'aux uns et pas aux autres. Parce que les fils d'Italiens, d'Espagnols, de Polonais, toute la journée, ils n'ont pas à dire tu viens d'où, tu viens d'où, tu viens d'où, tu viens d'où. Non, ils sont considérés comme parfaitement belges ou parfaitement français, ou etc. Comme disait Roman là tout à l'heure quand on venait dans la voiture, il disait être migrant, c'est pas être vraiment migrant, c'est une couleur de peau. Hein, c'est la couleur qui fait l'immigration, c'est ça que tu as dit. C'est vrai. Pourquoi des enfants de migrants, des petits-enfants de migrants? Les parents, ils ont migré, ok, ou les grands-parents, ils ont migré. Tant les enfants, ils migrent pour aller de chez eux au lycée, ou etc. C'est pas des migrants. Bon, donc ils sont belges. Okay, et avec des parents qui sont d'origine congolaise, camerounaise, etc. Bon. C'est un problème important d'identité. Alors, je reviens sur les films que vous n'avez pas vus, c'est-à-dire les films d'avant, de cette histoire d'avant. D'abord, les années 20. Les années 20, ce qui est intéressant en France, c'est que, et c'est sur toute l'Afrique francophone que ça a apporté, c'est qu'il y a des mouvements importants, des associations qui sont à la fois noires et françaises, hein, qui défendent notamment l'association de Garam Kouyaté, à la fois noire et française, qui disent mais on peut être complètement français, complètement noir, et qui prônent l'égalité. Ça, c'est dans les années 20 en France. Et dans les années 20 en France, il ne faut pas oublier que la star de l'époque, c'est pas une star blanche, c'est Joséphine Baker. C'est une star noire. Et attention, hein, c'est comme les paparazzi aujourd'hui, elle ne peut pas sortir sans un paparazzi, c'est vraiment la star, Joséphine Baker. C'est une époque où arrive la Begin, hein, Paris, Bruxelles, tout le monde commence à danser la Begin, et donc il y a une sorte de négro, pas phobie, mais négrophilie culturelle. Donc il y a à la fois une négrophilie culturelle, c'est-à-dire le fait d'aimer la culture noire, etc., et négrophobie politique. Négrophobie politique parce que tous les Noirs à cette époque, en France, ils sont uniquement au ministère de l'Outre-mer. Et ils sont secrétaires d'État, des Réunionnais, des Blaise Diagne, des Sénégalais, etc. Mais ils sont au ministère de l'Outre-mer. Il n'y a pas de ministère de l'Outre-mer, c'est actuel. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. C'est le secrétariat d'État aux colonies. Pourquoi j'ai fait l'erreur? Parce que le ministère de l'Outre-mer, il est dans les mêmes locaux que le secrétariat d'État aux colonies. Hein, c'est exactement le même endroit, rue Oudinot. Ça vous dit un petit peu le chemin qu'on a parcouru. Et il y a un maire qui devient maire, qui est noir, et qui devient maire donc en 1929. Il s'appelle Raphaël Élysée. Et Raphaël Élysée, donc il vient de Saint-Pierre en Martinique, et c'est le premier maire noir en France, 1929. Bon. Et il doit évidemment lutter contre les stéréotypes, parce qu'à l'époque, les stéréotypes, ça consiste à dire les Noirs, ils sont bons pour la danse, pour le chant, pour plein d'activités extraordinaires, mais par contre, pas pour penser. Et évidemment, pas pour diriger, pas pour commander, pas pour faire de la politique. Hein, juste pour la culture. Bon. Alors après, la grande question qui se pose, c'est pourquoi, à cette époque, les Noirs américains, ils sont lynchés, ils sont ségrégés.
ils ont des situations qui sont bien pires que les Noirs en France ou en Belgique. Je ne parle pas des colonies, hein. Je parle de la métropole de l'Hexagone, hein, où les Noirs peuvent rentrer dans les cafés, etc. Il n'y a pas de souci. Pourquoi à cette époque, les Noirs, il faut mieux être noir en France ou en Belgique qu'aux États-Unis? Et pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas être méchant, vous avez quand même vu, regardez la télé, aux États-Unis vous avez un président noir, mais vous avez 50 villes, des plus grandes villes américaines qui ont des maires noirs, vous avez des députés noirs, vous avez des juges, etc. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est ça qui est intéressant. D'abord, dans les années 50, tous les Noirs qui étaient en Belgique et en France, ils n'ont pas combattu pour l'égalité en Belgique et en France pour être des Noirs belges ou des Noirs français. Dans les années 50, ils ont combattu contre la colonisation. Et donc, non pas en brandissant le drapeau belge et le drapeau français pour dire « nous, on est des Noirs et des Français » ou des Noirs et des Belges, mais nous, on est des Congolais, des Sénégalais, des Maliens, des Rwandais, des Camerounais, etc. Donc c'est la lutte anticolonialiste. Pendant que les Noirs aux États-Unis se tournaient derrière Martin Luther King, et derrière ce slogan de Martin Luther King, « Notre destin est aux États-Unis d'Amérique », il répondait à Marcus Garvey, parce que Marcus Garvey, lui, il était pour le retour en Afrique. Pourtant, ça faisait longtemps, hein, mais il disait « Non, notre racine, elle est africaine. Nous sommes certes américains, mais non, on est des Africains. Hein, on est de la diaspora africaine. » Lui, Martin Luther King, a dit « Oui, d'accord, mais notre destin est aux États-Unis d'Amérique. Notre destin, il est à l'endroit où on est né. » Et c'est important, évidemment. Et en France, non. En France, on est en train de construire des nations. Maliennes, sénégalaises, etc. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Quand les pays ont été créés, hein, les nations maliennes, congolaises ont été créées, et que les migrants sont ensuite arrivés en Belgique et en France, ils arrivent, mais en étant des étrangers. À la fois en étant des étrangers réels, statutairement, juridiquement, mais aussi dans leur tête. Leur idée, c'était pas d'être français, belge, de revendiquer une nationalité contre laquelle ils ont demandé de sortir quelques mois, quelques années avant. Vous voyez un petit peu le paradoxe. C'était dans les années 20, dans les années 30, vous avez des gens qui revendiquent l'égalité au sein de la monarchie belge ou de la République française, et dans les années 50-60, au contraire, vous avez des migrants qui arrivent en masse, mais qui s'organisent sur des bases nationales d'origine, c'est-à-dire le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Congo. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces migrants ont des enfants. Et ces enfants ne sont pas nés au Cameroun, au Rwanda, où ils sont nés, en Belgique, où ils sont nés en France. Et eux, eh bien, ils reprennent cette histoire d'origine en disant « Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est où ?» Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, pour la France, j'ai vu beaucoup de jeunes qui continuent à dire, alors qu'ils ont 22 ans, 23 ans, 24 ans, qui disent « on est sénégalais ». Et ils ne disent pas « on est français ». Et leurs camarades qui, eux, sont nés de parents italiens ou espagnols, eux, ils disent « on est français hein ». Ils disent « ah oui, j'ai mon père ». Est-ce que Manuel Valls, qui est le ministre de l'Intérieur, qui a une maman espagnole et un papa italien, ou l'inverse plutôt, enfin catalan d'ailleurs, Manuel, excuse-moi, je sais bien qu'il n'est pas espagnol, mais catalan. Non, catalan. Il est français, ministre français, d'un gouvernement français, mais en revanche, quand vous vous appelez Ramayad, eh bien, vous êtes sénégalaise. Et il faut vraiment vous dire, non, mais moi je suis française aussi. J'ai mes parents qui sont sénégalais, je ne suis pas forcément sénégalais, je peux être français. Je vais vous dire quelque chose, au XXIe siècle, on peut être tout à la fois. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle la pluri-identité. Hein. La pluri-identité, ça veut dire qu'on peut être à la fois belge et camerounais. Alors, peut-être pas juridiquement, parce qu'il y a des pays qui ne reconnaissent pas la double nationalité. Mais ces pays-là, ils se trompent. Parce qu'au XXIe siècle, ils vont avoir du mal à expliquer aux gens qu'il faut aimer à l'intérieur d'un même pays, consommer à l'intérieur d'un même pays, voyager à l'intérieur d'un même pays. Ça n'existe plus. Et même s'ils veulent construire des frontières autour de leur pays, de toute façon, il suffit d'allumer son ordinateur, et si vous voulez parler à des Australiens ou à qui vous voulez, eh bien, vous êtes en contact avec le tout monde. Bon. Donc ça, c'est des choses qui
font que on n'est pas soit congolais, soit belge. On est les deux à la fois. Et les gens ici ou les gens là-bas qui vont expliquer « mais non, vous n'êtes pas un vrai ceci ou un vrai cela », ben, il faut simplement répondre « il n'y a pas de vrai ceci et de vrai cela ». On est dans un monde de multi-identité. Je termine juste parce que j'avais promis qu'on ait un échange et des échanges, donc il faut vraiment que je termine rapidement. Moi, je pense que vous avez vu une image peut-être en début de semaine, l'investiture d'Obama. Vous avez Beyoncé devant les drapeaux américains. Et c'est des drapeaux américains de toute l'histoire. C'est-à-dire que les bandes rouges et blanches, les 13 colonies d'origine sont les mêmes, mais dans le petit carré bleu, vous avez un nombre d'étoiles qui varie au fur et à mesure de l'histoire, puisque c'est la conquête de l'Ouest, etc. Donc vous avez tous les drapeaux historiques, le Capitole, donc un décor très historique, et puis devant Beyoncé, la star du R&B. Et ça, c'est ce que les États-Unis sont capables de faire aujourd'hui. C'est diversité et jeunesse, ça veut dire investir dans l'école et surtout continuer à accueillir des migrants. Bon. Parce que là, il y a des discours en Europe qui sont catastrophiques, on le sait bien, c'est lié aux partis d'extrême droite qui font peur à tout le monde. Et donc, plus personne ose dire, mais ce qui a fait la richesse de nos pays, c'est l'immigration. Regardez par exemple l'identité belge, je ne veux pas m'immiscer dans vos histoires nationales, mais regardez le problème. D'un côté, on dit il y a des Flamands, il y a des Wallons, et puis il y a cette sorte d'opposition presque nationale entre deux groupes là comme ça, les Flamands, les Wallons, on a des langues, machin, etc. Mais attendez, les Wallons et les Flamands, mais il n'y a pas que en Belgique. Il y a des gens qui viennent du Cameroun, du Congo, du Maroc, d'Italie. Et ça ne serait pas la piste de sortie pour que cette identité belge continue à être forte, de se dire mais on n'est pas binationaux, on est multiculturel. Regardez le Canada. Le Canada a failli mourir de son opposition entre Québécois et anglophones, entre les Anglais et les Français canadiens. Et Trudeau, le Premier ministre canadien, il a inventé ce truc génial en 1976. Il a dit mais écoutez, on ne va pas arrêter de se battre entre les Français et les Anglais, parce qu'il y a plein d'autres gens dans ce pays. Il y a des Amérindiens d'abord, on n'était pas là avant, c'est les Amérindiens qui étaient là avant, les Premières Nations. Et puis il y a tous ces gens qui viennent de partout et qui font la force du Canada aujourd'hui. Donc on ne va pas se disputer les deux groupes là sans mettre de côté le fait qu'on n'ait pas deux groupes l'un face à face, mais qu'on ait un pays multiculturel. Bon. Et les pays multiculturels sont des pays qui sont nécessairement ceux qui vont avoir le plus d'armes pour affronter le XXIe siècle. Donc voilà, vive la Belgique, vive le Congo, vive le Cameroun, vive les États-Unis, vive la France. Voilà. Et on peut échanger maintenant. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement rapide, en même temps très passionnée. On voit très bien quelle est l'orientation de François Dupert par rapport à la lecture de cette question de l'identité. Évidemment, il y a des zones d'ombre ou bien de points de discussion qu'on pourrait relever. Je pense qu'on n'a pas tout à fait le temps de le faire ici. J'ai dit quand même comme ça en passant que toute la fascination qu'il y a eu autour de Joséphine Baker, enfin, ça peut faire l'objet d'une discussion. Je ne suis pas convaincu que ce soit forcément de la négrophilie. C'est probablement quelque chose qui a à voir avec l'exotisme plutôt que... Non mais dans la négrophilie, il faut ni être négrophobe ni être négrophile. Hein. Oui, voilà. Il faut juste considérer qu'on est des êtres humains. Tout à fait. Joséphine Baker, vous avez bien vu avec ses bananes autour de la taille, elle devait jongler avec les stéréotypes de son époque. C'était un débat. On était dans l'époque du Yavon bananien. Je vais ouvrir le débat. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui a envie de poser une question directement à François Dupert, c'est l'occasion de le faire. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Dans votre présentation, il y a beaucoup de choses que j'aime entendre, mais que j'aime difficilement. Spécialiste des États-Unis, des Afriques, des Amériques. J'aime bien entendre ça. Mais dans votre discours, j'ai aimé une chose. J'ai aimé une chose que j'aurais peut-être souhaité que ça s'applique chez moi. J'ai dit moi, africain. Quand est-ce qu'aujourd'hui, quand je vois l'Afrique, la grande Afrique, mon Afrique, en son sein, il y a autant de pays, le nombre je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres pays qu'on n'a jamais découvert. J'ai toujours exagéré en disant ça. Parce que tous les coins n'ont pas été
différence pour parler d'intercommunauté, tout ce que vous voulez. Quand est-ce qu'en Afrique, avant de chercher à ce que nous puissions parler d'approcher l'Occident, trouver une place à l'Occident, être considéré à l'Occident, que je puisse approcher l'Africain comme moi. D'accord. Okay. Essayer de nous aider mutuellement à détruire d'abord le mur qui nous sépare entre nous Africains et dans l'Afrique, dans chaque pays, entre ethnies, pour qu'un jour nous puissions parler le même langage. D'accord, merci Victor. Comme il a très peu de temps, on va essayer de prendre encore rapidement une deuxième question. Oui, micro, Michel. Voilà, on m'a présenté un peu, Jean-Michel, voilà. Disons que le sujet est vraiment très intéressant. Oui, Michel, le sujet est très intéressant. Il y aurait beaucoup à dire. C'est vrai que quand on parle, évidemment, on fait un exposé, on peut aborder des sujets qui peuvent éventuellement prêter un peu à confusion. Hein. Par exemple, quand vous dites qu'il y a eu la formation des nations en Afrique, je pense que là, en tant qu'historien, il y aurait eu moyen de nuancer. Il y a eu des formations d'État, non pas de nations, ce qui est quand même très différent. C'est quand même un aspect important. Mais enfin, soit, c'est pas ça qui me fait réagir. Par contre, en écoutant votre exposé, il y a quelque chose que vous avez dit et qui m'a fait tilt un peu à moi. Vous avez dit aux États-Unis, on a effectivement assisté à une lutte pour le droit des Noirs. Hein? Donc là, ce qu'on a appelé avec le combat de Martin Luther King et d'autres, évidemment, pour que les Noirs soient reconnus dans leurs droits comme êtres humains normaux comme les autres. Et puis en France, il n'y a pas eu ça. Parce que l'historien Kiam Bokoro rappelle qu'il y a eu un président du Sénat, mais il faut dire aussi, par exemple, Sédar Senghor a été aussi pendant, je ne sais pas, une année ou 2 ans, ministre ou secrétaire d'État dans le gouvernement de France Mendes, quelque chose comme ça, dans les années 50 en tout cas. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même des postes, des Noirs qui ont occupé des postes dans les années 50. Effectivement, il n'y avait pas eu de lutte en tant que telle dans la métropole. Alors finalement, je me dis, est-ce que dans votre idée, ça voudrait dire que maintenant, les Noirs doivent faire aussi un combat pour arriver au même résultat? Bon, c'est une question qu'on peut se poser. D'accord. Okay. Bon, maintenant, il y a une autre chose. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez dit que vous avez participé à la réalisation des émissions des 3 séries. En fait, je ne sais pas si on l'a dit au début, je n'étais pas là, mais Moire de France, c'est une série, ça a été en 3 séries. Moi, je les ai regardées à la télé, disons, sur mon ordinateur, les 3. Et il y a une chose curieuse qui m'a quand même étonné, c'est qu'on n'a nulle part mentionné qu'en France, on a élu une Miss Noire, Miss France Noire. Alors, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui est un peu étonnant. Parce que dans l'imaginaire, quand même, français, avoir une Miss Noire, ça devait être beaucoup plus choquant peut-être qu'avoir même, je m'excuse, un ministre noir. Parce que là, ça se réfère à quelque chose d'encore beaucoup plus important, émotionnel, etc. Et on sait combien c'est très important. Enfin, ce n'est pas le lieu de développer tout ça, un peu de vue psychanalytique ou encore psychologique. Mais là, je me suis dit, il y a un manque. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette omission, si on peut parler comme ça? Et voilà, je pourrais encore dire d'autres choses, mais finalement, je me dis à ça. Je commence par répondre à vos 2 questions, puis ensuite on reprendra bon, je le fais peut-être à l'envers, Victor, je commence par ce que je me souviens tout de suite, puis après je reviens tout de suite vers vous. Alors, vraiment complètement à l'envers, je commence par la dernière question. Pourquoi pas Miss Noire? C'est juste chronologique en fait, c'est parce que la Miss Noire elle a été élue l'année dernière et que le film a été réalisé avant. Hein, puisque merci parce que je participe aussi au comité, donc c'est Fred Royer qui a organisé Miss Black France, hein, et nous on a réalisé le film. Ah bah, c'est marrant parce qu'on a fait le film, vous pouvez dire non, mais je participe aux 2, donc je suis pas fou. Donc Miss Black France, Fred Royer, c'est la 2e édition, et le film était fait avant, voilà. Donc après... Excusez, en fait, je pense qu'il y a une incompréhension. Je ne parle pas de Miss Black, je ne le connais même pas. Moi, je parle de Miss France. Ah, de Miss France. Oui. Ah oui, bien sûr. Sonia Roland. Miss France. Ah
Ah oui, Sonia Rolland. Alors là, ça m'intéresse. Oui. Là, c'est important. Et c'est important de parler des Miss. Alors, Sonia, elle a été élue en 2000. Sonia, elle a été élue en 2000. Alors d'abord, Sonia n'est pas la première Miss France noire. Hein. Il y a déjà eu des Miss France noires dans les années 90. Hein. C'est pas dans le... Alors, moi, j'ai participé au livre, et c'est dans le livre, hein, La France noire. Et ça, c'est important parce que ça a fait bouger un peu les mentalités, mais à peine. Et je vous explique un peu pourquoi à peine. Parce que la première Miss France noire est une Miss France qui vient des DOM, hein, des régions et départements d'outre-mer. Et donc il y a, comme tous les ans, Miss Réunion, Miss Guyane, Miss Guadeloupe, Miss Tahiti, etc. Bon. Et dans les années, depuis 2000, depuis Sonia Rolland, eh bien, il y a eu aussi des métis qui ont été élus. Mais dans les quartiers populaires français, le fait que Sonia Rolland ou des métis ont été élus, par exemple Chloé Morteau a été élue il y a 3 ans. Je suis désolé, je suis aussi au comité Miss France, je ne suis pas spécialiste de tout, mais c'est comme ça. Bon, parce que je trouve ça important et qu'on fait rentrer aussi des gens issus de la diversité. Parce que les gens, les filles surtout dans les quartiers, elles n'identifient pas qu'elles peuvent se mettre dans Miss France. Pour elles ont de parents sénégalais, donc elles vont au comité Miss Sénégal. Parce qu'en France aujourd'hui, vous avez beaucoup de comités. Miss Sénégal, Miss Congo, vous avez même 2 Miss Congo, Miss Mali, vous avez 2 comités Miss Mali, etc. Et les filles se disent, je vais représenter mon pays, enfin même si elles sont nées en France, le pays des parents en fait, et elles ne vont pas dans Miss France parce qu'elles n'identifient pas ces filles noires comme étant des filles noires qui leur ressemblent. Bon. Et là, c'est un petit peu l'enjeu, et vous avez raison, c'est un enjeu identitaire fort. Peut-être ça a l'air de rien du tout ce qu'on dit, mais c'est peut-être aussi important que, autant pas plus, mais qu'un maire, qu'un député, etc. C'est que les filles puissent se dire, si je suis Miss France, ça veut dire que ce pays reconnaît tout le monde à égalité, y compris dans les critères esthétiques. Et c'est important, les critères esthétiques. Il y a un livre fondamental qui est éblouissant, qui s'appelle L'œil le plus bleu, de la prix Nobel américaine Toni Morrison. Et L'œil le plus bleu, qui est un livre du début des années 70, d'une petite fille noire qui veut avoir les yeux bleus et qui veut devenir blanche. Pourquoi? Parce que pour elle, devenir blanche, c'est sortir de la misère, sortir de la discrimination, réussir, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a eu le Black is Beautiful, etc. C'est pas uniquement de dire oui, on est plus beau, etc. Quand Mohamed Ali disait on est plus beau, c'était de dire je ne laisserai plus personne dire que je suis moins beau. Hein. Et donc, encore une fois, aux États-Unis, il y a eu une Miss musulmane hein, qui est d'origine libanaise. Et c'était aussi symbolique de voir une Miss américaine arriver à Miss Monde et qui était musulmane, 10 ans après les attentats du 11 septembre. On en a beaucoup parlé aux États-Unis, on n'en a pas parlé beaucoup ici. Ça veut dire que la première fille qui s'appellera Aïssatou, qui s'appellera Aminata et qui sera Miss France, ça représentera quelque chose dans l'intégration. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, je m'excuse parce que c'est vrai que en 20 minutes comme ça, je suis obligé de dire les choses. Soit je faisais quelque chose de très précis, très universitaire, et j'ennuyais tout le monde, puis je ne pouvais pas tenir dans les 20 minutes, soit effectivement il y a des choses qui, etc. Alors vous avez tout à fait raison, c'est le combat pour les nations et les États-nations. Ça ne veut pas dire que ça a abouti, ce combat-là. Ça ne veut pas dire qu'on se sent complètement, parfaitement que malien, que ceci, cela, et qu'il a fallu plaquer cette espèce de concept État national sur l'Afrique, ça fonctionnait. Pas du tout, il le disait déjà Fanon à l'époque. Il disait, mais ne singeons pas les organisations politiques de l'Europe, surtout dans un monde qui est en train d'ouvrir ses frontières. Pourquoi nous, on est en train de mettre des barrières entre nous les Peuls? Pourquoi mettre des barrières entre nous les Soninké, entre les Mali, Sénégal, etc. Alors, en même temps, et c'est pour ça que ça se rejoint finalement vos interrogations à Victor, c'est de dire, l'interrogation elle est ancienne de se dire on est africain et pas juste d'un endroit, d'un autre, etc. Hein. Et on parlait de Garvey tout à l'heure, qui le disait, qui disait on est africain même de la diaspora, et Césaire qui disait nous sommes mélangés, certes, des Africains de la diaspora. Donc c'est pas uniquement les Africains d'Afrique, c'est les Africains de partout. Bon. Mais ça, ce que je crois, c'est que c'est aussi un combat culturel, identitaire. Politiquement, on peut évidemment faire beaucoup de progrès vers une union de l'Afrique, comme il y a l'Union européenne, etc. Encore que l'Union européenne, elle n'est pas encore, c'est pas encore complètement ça. Mais
en même temps, il ne faut pas non plus avoir un discours consistant à dire « Ah là là, en Afrique, il y a une guerre entre un tel et un tel, c'est terrible entre Africains. » Mais l'Europe n'a fait que se chamailler et s'étriper et se guerre mondialiser au cours des générations. Hein. Et moi, là, je me rappelle de 2 traitements médiatiques que je trouve inégalitaires entre la guerre en Yougoslavie, où sur nos médias, on nous expliquait « Oh, ben les Croates et les Serbes, bon, ils s'étripent, mais c'est des raisons historiques, c'est des peuples. » Et le Rwanda, où on expliquait qu'entre les Tutsis et les Hutus, c'était des sortes de hordes sauvages qui se battaient au coupe-coupe, sans raison historique, mon œil sans raison historique, sans intérêt politique, mon œil sans raison politique. Vous savez tous cette histoire, vous la connaissez, c'est évidemment politique. Et donc, il faut aussi, à mon avis, avoir aussi de l'indulgence par rapport à cette Afrique, et en n'oubliant pas, vous avez raison, de dire que c'est facile de dire on tourne la page, colonisation, etc. Les indépendances, là aussi pour faire simple, parce qu'elles ne sont pas toutes en 1960, mais c'est 1960. C'est quand même très récent. Alors, parler de la démocratie dans tel ou tel pays en disant « Ah, vous n'êtes pas tellement démocratique », mais attendez, il y a encore un ministère de l'information en France dans les années 70. Il n'y a quand même pas si longtemps, le présentateur est obligé de montrer ses titres au ministère de l'information. Donc, ce pays, la France, 20 ans plus tard, il n'a pas de leçon à dire « Oui, vous n'êtes pas parfaitement démocratique dans ce pays. Hein, » Il faut avoir un petit peu d'indulgence pour ce qui se passe au regard de l'histoire. Hein, l'histoire, c'est pas quelque chose comme ça, on claque des doigts, et ça y est, la démocratie ici, les droits là, voilà. Si je continue, on n'aura pas le temps d'autres questions, donc il faut que... Allez, oui, allez-y. Oui. Là, on peut prendre une dernière. D'accord. Une dernière question. Je prends mon risque. Pour la faute, hein, et puis Voilà. après, il va conclure. Allez-y. Non, Allez-y. allez-y, s'il vous plaît. Oui, je suis Émilie Eken. Bon, peut-être ma question est idiote, mais je vais quand même la poser. Je voudrais savoir si ce n'est pas possible de se défaire des termes péjoratifs. Pourquoi parler des descendants d'esclaves? À l'origine, les Africains n'étaient pas des esclaves. C'est à un moment donné que la colonisation les a rendus esclaves. N'est-ce pas aussi un moyen de se soustraire à ce passé honteux? Dans la mesure où, par exemple, aux États-Unis, on ne dit plus noir américain, on dit afro-américain. Nous n'avons pas le temps. Non, non, c'est intéressant de répondre. Alors, Donc, tu réponds, et bien puis sûr. tu fais une conclusion Oui. avant de prolonger le débat. Alors, alors déjà, être descendant d'esclaves, c'est pas une honte. Parce que s'il y a une honte à l'esclavage, c'est peut-être à ceux qui ont commis l'esclavage. C'est pas ceux qui étaient esclaves qui doivent avoir honte de cette histoire. Parce que ceux qui étaient esclaves, d'abord, ils ont combattu l'esclavage depuis l'origine, depuis le départ. Vous avez raison, d'abord, tous les Africains n'ont pas été en esclavage, et ceux qui l'ont été n'ont pas à avoir honte de l'avoir été pour les aïeux, mais pour ceux qui en sont les descendants, n'ont pas à avoir honte d'avoir des aïeux qui ont été en esclavage et qui se sont battus contre l'esclavage. Pourquoi ceux qui se seraient battus pour telle ou telle liberté porteraient cette histoire comme une fierté? Et pourquoi ceux qui ont des ancêtres qui se sont battus contre l'esclavage devraient porter ça comme une honte? Au contraire, c'est une fierté d'être descendant d'esclaves. Cette lutte, vous savez, il y a un truc très simple. En 1789, des hommes blancs, il n'y avait pas de femmes, pas de noirs, ont dit « tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et demeurent libres et égaux en droit ». C'était l'Assemblée nationale française en 1789. Mais j'ai dit que des hommes, et pas de femmes, et pas de noirs. Pourquoi ces droits sont vraiment devenus universels? Parce que des esclaves, en 1793, sont sortis des plantations à Saint-Domingue, qui était la plus grande colonie de la France, et ont imposé aux révolutionnaires blancs, qui avaient des belles idées, mais très théoriques, que ce soit réel. Ils ont imposé l'abolition en 1794. Ça veut dire que si les droits sont réellement universels, on le doit aux anciens esclaves. Hein. Donc c'est une histoire de fierté. Et certes, vous avez raison, les Noirs américains se qualifient de African American people
de Black, mais en même temps, il commémore avec fierté le 150e anniversaire de la proclamation d'émancipation des esclaves, 1763. Il commémore les 50 ans du discours I Have a Dream, etc. Ils sont très fiers de porter cette histoire, qui est une histoire forte et importante pour ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Et attention, pour les Africains qui n'étaient pas en esclavage, le fait que la traite transatlantique ait déporté, c'est la plus grande déportation de l'histoire de l'humanité, toutes les forces vives de ce continent pendant 3 à 4 siècles, c'est quelque chose qui a durablement eu des conséquences. Hein, durablement eu des conséquences. Donc c'est une histoire qui est importante, mais vous avez raison, et Fanon le disait, il ne faut pas être esclave de l'esclavage qui déshumanisa nos pères. Ça veut dire que par exemple, un jeune qui subit une discrimination, ben, il ne dit pas à son patron t'es un esclavagiste, ou etc. Non, c'est une discrimination, c'est pas de l'esclavage. L'esclavage était avant, ou ça existe encore aujourd'hui dans le monde. Mais c'est un statut juridique précis. Toute personne qui subit une discrimination, c'est pas l'esclavage. Les pères et les grands-pères avaient des combats à mener, les enfants ont leurs propres combats à mener, qui sont différents. Je subis, tiens, voilà, lui il me regarde de travers parce que, etc. Voilà. Les stéréotypes dont on parlait, les discriminations, le fait que dans beaucoup de têtes de gens, on avait eu la polémique l'année dernière sur l'équipe de France, etc. Beaucoup ils se disent, oui, les Noirs ils sont meilleurs en sport. Ah, regardez, au 100 mètres, ils courent plus vite. Hein. Ils sont tous au 100 mètres, là, etc. Mais tous ceux qui pensent qu'ils courent plus vite, dans leur tête, il y a aussi un coin de leur tête pour dire, si ils courent plus vite, c'est qu'ils pensent moins vite. Parce qu'il y a toujours ça, il y a toujours le revers de la médaille. Toujours. Alors il faut expliquer à chaque fois. Il faut expliquer, il faut dire, mais pourquoi ils courent plus vite? Mais alors, qui court plus vite? Vous n'avez pas de Kenyan sur le 100 mètres. Il y a autre chose, c'est culturel. Un noir américain dans les universités, quand il est bon en sport, il fait plus de l'athlétisme ou du basket que du baseball ou du water-polo. Donc c'est culturel. Et ça bouge aussi, ça change. Est-ce qu'un jour, il y a 20 ans, on aurait pu penser qu'en tennis, aujourd'hui, l'équipe de tennis féminin, les sœurs Williams, etc., est-ce qu'ils auraient pu penser qu'un golfeur allait être noir, etc. Il y a des sports, tout ça, ça bouge, mais c'est des choses culturelles. On n'est pas fait différemment. On est fait différemment, oui, d'accord, il y a l'épiderme, il y a des choses, mais on a tous les mêmes possibilités, et dans tous les domaines. Et c'est ça, le pire des stéréotypes, c'est ma conclusion, tu m'en demandais une. Le pire des stéréotypes, c'est pas les stéréotypes que les autres ont sur nous. C'est pas grave ça, il suffit de dire à ses enfants, ils sont bêtes, ne les écoute pas. Le pire des stéréotypes, c'est les stéréotypes qu'on a sur soi-même. Parce que si un enfant noir, dans une école, partage le stéréotype que les noirs sont meilleurs en sport, et un peu moins bons en mathématiques ou en littérature, ben il va s'investir plus en sport qu'en mathématiques et en littérature, et donc c'est ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice. Et ça va devenir vrai. Ah ben oui, forcément, puisque vous dites ouais, on est meilleur là, on est meilleur là, on est meilleur là, et ben les gens ils s'investissent dans le champ de compétences qu'on leur réserve. Et ben le seul message et la seule conclusion à donner pour le moment, avant de continuer évidemment, et je prie d'excuser le fait que je sois obligé de partir, c'est de dire, en tout cas aux plus jeunes, mais même aux plus âgés d'entre nous, c'est qu'on a toutes les possibilités et que c'est nous qui décidons de nos vies, et ça s'appelle la liberté. Voilà, merci on va beaucoup. Alain n'est pas là, donc je vais la remercier en son absence d'avoir bien voulu inviter l'association que je préside, Afrique et Nouvelles Interdépendances, à participer à ce débat. La question de l'identité. Et la question de l'identité nous intéresse tous, nous interpelle en tant que personnes venues d'ailleurs. Et à ce propos, l'association, le collectif des femmes africaines de Hainaut est partenaire d'ailleurs de ce projet, le projet Identité plurielle, un projet qui est soutenu en France par différents partenaires opérationnels, différents partenaires comme la région, différents partenaires comme la préfecture. Et en deux mots, Afrique et Nouvelles Interdépendances. Et on en parlait, les interdépendances rythment le monde aujourd'hui, sur le plan économique, politique, social, culturel, sportif. Et on a pu le constater il y a quelques minutes. On a parlé de l'équipe de France. Vous savez, l'équipe de France, c'est cet assemblage de
personnes venues de partout, qui sont souvent noires en effet, mais qui, quand l'équipe de France gagne, c'est toute la France qui est en émoi. C'est vrai que de temps en temps, on rappelle quand ça va mal que cette équipe, le fait qu'elle est monocolore, elle est plus noire que la France. C'est une question. Mais aborder la question de l'identité, moi, m'interpelle déjà sur la question de la construction même nationale de l'identité. Il y a la question de la construction nationale d'identité, il y a la question migratoire. La question migratoire, on s'en va. Annette, je t'ai déjà remercié. J'ai remercié le collectif dont tu reviens, je le dis, voilà, merci de nous avoir invités. Donc, il y a la question, je disais, migratoire, le projet migratoire. Nous partons souvent de nos pays. Pourquoi nous partons de nos pays? Quel est notre projet migratoire dans les pays qui nous accueillent? Il y a la question de l'identité comme levier d'intégration. Quand est-ce que mon identité propre est en soi un facteur, peut m'accompagner dans mon intégration ou peut être un frein à mon intégration? Ça, c'est des questions que nous devons amener à nous poser. Il y a la question des stratégies personnelles et collectives, justement, la question des stratégies personnelles et collectives. Nous partons de nos pays, nous nous retrouvons à Charleroi, nous nous retrouvons à Bruxelles, nous nous retrouvons à Paris ou partout ailleurs. Nous portons en nous justement la différence, nous portons en nous le départ, nous atterrissons dans un environnement que nous ne connaissons pas. Là, nous nous installons, nous posons nos sacs ou pas, parce qu'il y a des personnes avec des personnes qui annoncent 40 ans après qu'elles vont partir. Vous savez qu'il y a cette question qui se pose toujours quand on s'en va. On passe pratiquement toute sa vie à dire qu'on va repartir en Afrique. Une année, donc on a toujours les valises à côté à la sortie il y a toujours une valise pour dire qu'on va partir et 15 ans après on n'est pas parti, 20 ans après on n'est pas parti. Après on dit à ses enfants qu'on va partir et on cultive comme ça auprès des enfants l'idée d'un retour qui est hypothétique. Donc il y a cette question des stratégies personnelles et des stratégies collectives. La question des stratégies collectives, ça il faut pouvoir l'aborder à un moment. Comment est-ce qu'ensemble nous participons justement à nous intégrer, à trouver un espace dans les pays qui nous accueillent. Donc ça c'est la question des stratégies. Et justement sur la question de débat, la question de la Constitution nationale, il y a des choses qui ont été dites tantôt. La première, je vais être caricatural, je suis noir et fier de l'être. On entend souvent cette phrase. Je suis noir et fier de l'être, assez souvent. Chaque fois, je suis noir et fier de l'être. La question, moi je pose toujours une question, est-ce qu'il y a des Français, des Blancs, entre guillemets, qui disent je suis blanc et fier de l'être? Il y a toujours cette question. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot je suis noir et fier de l'être? François a commencé à répondre à cette question. Il y a l'autre, je suis noir et je n'aime pas le manioc. Quelqu'un devait être avec nous aujourd'hui, il n'est pas venu pour des raisons que je ne maîtrise pas. Donc, je suis noir et je n'aime pas le manioc. Il y a la question, la première question, c'est la question de l'identité. Vous savez, en France, ils pratiquent une politique qu'on appelle l'assimilation. L'assimilation, c'est cette fameuse politique qui consiste à, dès lors que vous êtes en France, vous oubliez vos cultures, vous oubliez d'où vous venez et vous essayez de vous approprier justement la France en fait. La France vous dit, vous venez chez nous, ici chez nous il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de communautarisme. Ici nous avons une identité nationale. Nous avons une identité nationale et justement vous entrez, vous essayez de faire comme ici. Donc il n'y a pas, nous dans le projet Région Île-de-France Identité Plurielle, il nous est arrivé de nous déplacer, d'aller en Allemagne, toujours avec un partenaire. Et là-bas nous avons découvert qu'en Allemagne, c'est pas cette politique qui est menée, c'est la politique de, écoutez, vous êtes allemand, moi je suis allemand, toi tu viens d'ailleurs, qu'est-ce que tu apportes? Moi je reste à ta place. Dis-moi ce que tu apportes, moi j'apporte des choses, c'est le rendez-vous du donner, du recevoir. Tu as ta culture, j'ai la mienne, je ne te demande pas de devenir moi, et moi je ne veux pas devenir toi. Ça c'est l'Allemagne. Ça rejoint un peu, justement, ça rejoint tout simplement aussi la lecture anglo-saxonne de l'intégration. L'intégration c'est le communautarisme. Vous entrez, le sas d'intégration, c'est votre communauté. C'est-à-dire que quand vous venez aux États-Unis, vous allez trouver des communautés, vous avez des quartiers chinois, et ainsi de suite, ça n'a nulle personne. En France, non. On vous dit l'assimilation, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de Camerounais français. Vous devenez français, vous êtes français. D'ailleurs, on vous propose même de franciser votre nom quand vous le devenez.
Si vous vous appelez Amadou, on vous dit, vous pouvez vous appeler Théodore, Thibault, si vous voulez, c'est un choix. Donc il y a cette question de la question identitaire. Et la question migratoire, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Nous partons de chez nous, très souvent, pour diverses raisons. Parce qu'il y a des conflits, parce que nous venons étudier, nous partons de nos pays parce que, vous dites, il y a toutes ces raisons font que nous partons et toutes ces raisons font que nous construisons finalement un projet migratoire qui fait que nous mettons en place des stratégies qui nous permettent justement d'atterrir dans les pays qui nous accueillent et puis de pouvoir nous projeter. Quelqu'un disait partir se mourir un peu. Donc vous partez, vous atterrissez dans un pays, il faut vous approprier à la fois les codes, il faut refaire votre vie, même quand on est étudiant. On sait très bien, pour le cas de la France, que les étudiants venus d'Afrique, quand ils arrivent, je crois que c'est le cas aussi en Belgique, quand ils arrivent, ont souvent pratiquement une année pour s'intégrer parce que le temps administratif, vous voyez, le temps de mettre tout à jour, vous commencez en première année, vous avez eu un visa, il faut que vous ayez vos papiers à la préfecture, vous devez vous organiser pour pouvoir avoir un logement. Vous arrivez avec des jeunes Français ou des jeunes Belges, des personnes qui ont vécu en Belgique, qui, elles, n'ont pas, commencent directement d'un coup. Vous êtes obligé de vous mettre à jour administrativement. Au niveau psychologique, il faut que vous mettiez dans les dispositions vous permettant d'oublier un peu votre famille pour vous projeter dans le pays dans lequel vous atterrissez. Donc, toutes ces questions font qu'il y a quand même des stratégies que nous mettons en place. Il y a ces questions des stratégies à long terme, à court terme. Et quand on dit stratégie à long terme, à des moments, nous sommes venus étudier et puis nous nous installons. Nous nous installons, on se marie, on se pose et tout. D'autres stratégies se mettent en place. Qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre ce que François disait tantôt? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à nos enfants? Allons-nous leur tenir le discours qui a été le nôtre? Celui qui consiste à dire « je vais repartir, je vais repartir, je vais repartir ». Ou allons-nous dire à nos enfants, comme disait François aussi, que voilà, écoutez, là maintenant, pour reprendre le discours de Martin Luther King, notre avenir est ici. Et même vous qui êtes là, nous sommes tous témoins, nous savons très bien que quand nous réussissons en Europe, quand nous réussissons en France, généralement nous sommes autant reconnus en Afrique que la réussite ici, c'est une belle réussite. Même pour aider là-bas, il faut pouvoir réussir ici. Pour aider là-bas, il faut réussir, parce que pour prendre les communautés sur lesquelles je travaille, les communautés du bassin du fleuve Sénégal, Mali, Mauritanie, Sénégal, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, voilà, c'est des personnes souvent qui sont arrivées dans les années 50 en France pour venir travailler dans les usines à la demande de la France, qui, après les lois sur le regroupement familial des années 75, se sont installés, mais ont gardé, sont restés, ont reconstitué les pratiques culturelles dans les milieux dans lesquels ils s'étaient installés. Ils ont habité dans les foyers, ils sont habités dans les foyers, vous avez retrouvé là-bas les chefs de village, vous avez retrouvé complètement la hiérarchie telle qu'ils l'avaient laissée, donc on peut la reconstruire parce que dans la dynamique migratoire, vous avez eu affaire à des personnes qui sont venues avec un projet migratoire de retour. C'est-à-dire des personnes décident de partir, elles partent à la demande des communautés pour aller chercher les moyens et développer le village. Elle dit que c'est vraiment des dynamiques migratoires dans lesquelles le projet migratoire, c'est un projet de je m'en vais, je reviens, je participe à la construction de la mosquée, je participe à la construction du puits, je participe à la construction de l'école et nous cotisons au détriment parfois de notre confort. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vivent modestement. C'est ce que j'appelais le projet migratoire. Donc dans le projet migratoire, et vous avez comme ça des dynamiques qui évoluent. À un moment, vous êtes venu parce que vous étiez convaincu qu'il fallait repartir. Et même dans ces familles, les lois sur le développement familial amènent l'État français justement à accompagner l'intégration des familles. Les femmes rejoignent les maris et à ce moment, les institutions profitent de l'arrivée des familles pour être en contact avec un public qui se met complètement, qui s'exclut des dispositifs. Vous avez, dans le travail que nous faisons,
nous découvrons qu'il y a des personnes, quand même, qui sont en France, pour certaines, depuis les années 50, mais qui n'ont jamais mis le pied à la mairie. Qui vivent au foyer et qui ne savent pas où se trouve la mairie, qui vous disent qu'ils ne connaissent pas qui est le maire, qui vivent comme ça, qui n'ont pas cherché à savoir finalement qu'est-ce qu'il en est de l'environnement dans lequel ils ont atterri. Mais ça fait partie du projet migratoire aussi. Si votre projet migratoire, c'est que vous vous installez, quelle stratégie vous mettez en place justement pour vous installer? Et c'est là que l'associatif prend toute sa mission. L'associatif, c'est accompagner les personnes qui arrivent, les accompagner dans la définition et l'évolution du projet migratoire. Voilà, vous êtes venus, vous avez décidé de repartir. Comment est-ce qu'on vous accompagne dans ce projet migratoire? L'une des choses qui nous fait défaut, vous atterrissez dans un pays, vous n'en connaissez pas le contexte, vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qui a fait l'histoire de ce pays. Pour rebondir sur ce que monsieur disait tantôt, nous sommes souvent sur la question de... il faut qu'on arrange nos conflits là-bas, comme ça nous serons mieux ici. Mais nous sommes ici. Nous sommes ici. Et nous, Africains, nous avons beaucoup de difficultés à travailler ensemble. Les personnes d'origine africaine, nous tirons dessus. Quand nous avons des personnes qui essaient de s'en sortir, ça devient un problème au lieu que ça soit un levier. C'est-à-dire qu'on s'organise pour empêcher à ces personnes d'avancer, parce que comme d'habitude, nous préférons être dans notre, pour parler de façon, on ne veut pas voir ça en fait. Moi je trouve que c'est très 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 grave, parce que nous avons constaté que ce n'est même pas les pays qui nous accueillent, ce n'est pas les autochtones qui sont souvent des frères, c'est souvent c'est souvent les frères et sœurs, pour parler comme on le fait, qui participent justement à empêcher ceux qui veulent vouloir bouger les choses de pouvoir avancer. Et comment nous devons pouvoir le décrypter aussi? Qu'est-ce qui fait que dans ce départ, nous partons de nos pays, nous arrivons, nous devons nous battre pour nous en sortir, nous devons maintenant, quand on s'est engagé dans l'associatif, gérer le fait que ce sont souvent des personnes qu'on va accompagner, qui deviennent de francs, qui écrivent, qui disent, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut évoquer ici. Donc, les dispositifs, la maîtrise des dispositifs, vous arrivez dans un pays, ce pays a des politiques, ce pays a des dispositifs d'insertion, des dispositifs d'intégration. Comment vous faites pour vous les approprier? Vous ne pouvez pas vivre dans un pays et n'être que, consommateur des dispositifs. Le fait d'être consommateur des dispositifs, pour résumer, je ne peux pas payer mon gaz ce mois, je veux voir l'assistance sociale. Je ne réussis pas à payer par le gaz, c'est-à-dire qu'on rencontre des charges, on va voir l'assistance sociale. Vous devenez vous-même, vous participez à consolider un stéréotype qui consiste à dire que le migrant vient justement pour... Voilà. Alors même que nous avons des choses à apporter, c'est-à-dire la maîtrise. Une mairie, ce n'est pas que du CCAS. Le CCAS en France, c'est le Centre communal d'action sociale. Donc, il y a d'autres services à la mairie que nous devons pouvoir connaître, que nous devons pouvoir fréquenter. Il y a le service culturel, le service sportif, le service administratif. Qu'est-ce qui fait que nous créons une relation avec des services d'une mairie qui font que je ne suis plus que consommateur, que je participe justement à la construction d'une nouvelle identité qui prenne en compte le migrant que je suis? Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est le mouvement citoyen. La connaissance des politiques nationales, la connaissance des politiques locales, ne fait pas, on ne vous demande pas de devenir des experts en sciences politiques. Savoir qui est maire, quelle est la majorité, quelles sont les lignes sur lesquelles cette majorité se positionne, qu'est-ce qui fait que moi, déjà ici on parle d'identité nationale en France, mais en Belgique, je sais que les identités sont régionales. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la région, nous, en tant que migrants, nous allons peser parce que nous sommes au fait des politiques nationales, des politiques locales. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des acteurs, pas des consommateurs? Ça, c'est une question. Nous, au sein d'Afrique Nouvelle Interdépendance, pour parler de cette expérience, nous avons, après les émeutes en banlieue, nous nous sommes dit, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que nous pouvions apporter concrètement. Au lieu d'être dans la complainte, parce que nous nous plaignons souvent aussi, ça va mal, il y a la discrimination, il y a le racisme. C'est vrai, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de racisme et de discrimination. Mais qu'est-ce que nous faisons pour renverser la tendance, pour qu'on ne soit pas que dans la complainte?
Nous nous sommes dit, voilà, les Noirs de France, tout le monde, mais vous avez constaté, ça bouge. Ils sont toujours, ils revendiquent. Et aujourd'hui, vous constatez quand même que ça bouge. On va toujours se plaindre de moi, je vais en Italie, je vais en Allemagne. Je me rends compte qu'en France, il y a quand même des avancées notoires. On le voit à travers déjà les députés à l'Assemblée nationale qui étaient monocolores. Vous avez des Seba Dagoma, vous avez des personnes d'origine africaine qui sont députés. Ramayad, pareil, elle a été ministre avec, peut-être pas comme on l'aurait souhaité, mais elle a été ministre. Nous avons mis en place le projet Marianne et moi. Marianne, c'est la République en France. C'est le symbole de la République. Et moi, c'est l'individu. Nous accompagnons les jeunes et les moins jeunes dans l'appropriation des espaces institutionnels. Un dispositif tout simple. Le dispositif consiste à prendre des jeunes, une dizaine, une douzaine, à faire des animations thématiques pour leur montrer, pour leur parler de la mairie de leur secteur. Ils viennent, nous travaillons avec différentes institutions, différentes associations qui accueillent les jeunes. Et la deuxième étape, c'est la sortie thématique. La sortie thématique, c'est que dans un parcours, un protocole, nous commençons par leur aborder la question pour qu'ils disent ce qu'ils en pensent. La deuxième étape consiste à aller à la rencontre à la fois des élus, deuxièmement à la rencontre d'un administrateur territorial. Le rôle étant que, un, qu'ils puissent dire qu'est-ce qu'ils pensent des institutions, s'ils les connaissent. Deuxièmement, comment est-ce que, justement, il apporte, comment, dans l'échange avec l'élu, l'échange avec l'administrateur territorial, qu'il y ait des échanges et qu'ils comprennent que c'est l'espace qui peut y aller, tout simplement. Et ce projet a beaucoup de succès. Il est financé par la région, il est financé par la préfecture, il est financé par différentes institutions, la mairie de Paris, parce que, justement, en face, ils attendent que nous fassions des propositions. Il y a le projet Marianne et moi. Il y a le projet Région Île-de-France, Identité Plurielle. Ce projet part d'un truc tout simple. Nous nous sommes dit, comment se fait-il qu'un pays comme la France, qui, malgré la crise, a l'AFD, qui, dans les différents sondages, dit que la France soutient l'aide publique au développement. Comment ce pays peut voter pratiquement à 20% pour donner 20% de score au Front National? Et nous nous sommes rendus compte du fait que les médias et différents corps français, que sont les agriculteurs, que sont les agriculteurs, les ruraux, voilà, les personnes âgées, votaient systématiquement pour les extrêmes, par crainte. Nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que nous proposons. Je dis parfois, je n'ai pas dit toujours, mais c'est un corps électoral et ce que nous avons proposé clairement, c'est de mettre en place une activité dans laquelle le collectif des femmes africaines de Eno est partenaire. Nous avons proposé de mettre en place des activités qui vont consister à des débats pour que nous abordions sans tabou les craintes. C'est normal que les personnes qui nous accueillent aient peur, finalement. Surtout quand vous avez à la télévision un Pernod sur la 2 qui vous dit, sur la 1 qui vous dit tous les jours que voilà, c'est dangereux, la banlieue a fait ceci, leur dit que la migration est une richesse sur le plan économique, leur dit que la migration participe au niveau de l'entrepreneuriat, la migration apporte une valeur ajoutée, leur dit par exemple que la question de l'égalité territoriale, elle n'est pas faite au détriment des autochtones, avoir ces débats et avoir des visuels que nous projetons dans les réseaux sociaux. Ça, c'est une activité que nous menons aussi et nous l'appelons Région Île-de-France Identité Plurielle, qui est très riche et qui permet à des personnes de venir dire « Ah bah oui, ça je ne comprenais pas, ça je ne voyais pas ». Donc, pour ne pas me rester tout seul à parler, il y a enfin le projet de lutte contre les discriminations. La lutte contre les discriminations, c'est cosmétique, c'est très beau, voilà, mais nous sommes en train de mettre en place des actions actuellement en région parisienne où nous allons permettre aux associations d'être actrices, d'être associations de la lutte contre les discriminations, non plus que par des formations, mais davantage dans une méthodologie dans laquelle c'est elle-même qui, au travers des 16 critères qui contribuent les discriminations, voilà, au travers de ces 16 critères, mettre en place des outils de lutte contre les discriminations. On s'approprie mieux des outils quand on a accompagné la conception. Les histoires, je viens vous former, dès que vous avez tourné le dos, allez, tout s'en va. Donc, vous comprenez très bien, la connaissance du territoire dans lequel nous atterrissons, la maîtrise des enjeux, il faut bien connaître, manger du fromage
fromage, par exemple, il y a des Africains qui me disent que moi, le fromage, jamais. Mais je me dis toujours, mais attendez, même chez nous en Afrique, il se trouve que quand vous avez un Français, une Française, une Belge qui arrive ou un Belge, on vous fait à manger et vous guettez, vous regardez attentivement si le blanc, entre guillemets, va manger, voilà, et vous êtes heureux quand il a mangé. Donc quand on atterrit dans un pays, essayons de temps en temps de voir qu'est-ce qui fait le plaisir de ce pays, dans les plats, et ainsi de suite. Tout ça concourt à... Et souvent, il est intégré à la fin. C'est vrai que c'est complètement... Il est intégré, il y a ça. Mais c'est pas ça que nous attendons. C'est juste que nous tendons une perche pour dire que nous ne sommes pas venus dans ce pays pour faire la guerre ou pour l'affaiblir. Nous sommes venus pour le rendre plus fort parce que de plus en plus dans un contexte globalisant, de mondialisation, le monde, comme l'a dit François tantôt, sera comme à Paris. Quand vous êtes à Paris, vous voyez les noirs, les jaunes, les indiens, les rouges, vous voyez de tout. Alors, comme Tchaka Zulu disait, l'intégration est en marche, on ne peut plus arrêter. Et à la fin, ma bouche sera la bouche des malins qui n'ont point de bouche, ma voix, la voix de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Soyons partout où nous sommes, la bouche des malins qui n'ont point de bouche. Et vous l'avez dit, il s'agit bien d'aimer ses amis. Je vous remercie. Je pense qu'il y a l'une des difficultés qu'on a souvent avec des intellectuels ou des personnes qui présentent ou qui élaborent des discours, c'est de ne pas souvent voir la réalité des actes qu'ils posent sur le terrain. Donc là, je pense que de ce point de vue, il y a des choses relativement intéressantes à entendre et que nous avons retenues. Je pense qu'on va probablement ouvrir la discussion et je voudrais l'introduire par quelques réflexions un peu personnelles sur la base de ce que j'ai entendu. Je m'exprime aussi parce que je participe aussi d'une certaine façon à un travail sur le terrain. C'est-à-dire que je suis moi-même acteur responsable d'une association qui s'occupe précisément, entre autres choses, d'aider les personnes d'origine étrangère à s'intégrer et à réussir d'une certaine manière leur intégration ici. Et j'ai tout à fait conscience du fait qu'il y a une réelle difficulté pour ces étrangers, pour les personnes étrangères ou d'origine étrangère, à s'intégrer dans un pays. Non pas simplement parce qu'il y a chez eux un refus, si vous voulez, ou disons une négligence par rapport à la connaissance des dispositifs, ce que vous dites est tout à fait justifié. Il y a ce problème qui se pose souvent, mais qui peut être expliqué par toute une série de raisons. La première raison, me semble-t-il souvent, c'est que ces étrangers qui arrivent souvent ici ont un problème de communication ou de langue. On a souvent des gens qui arrivent ici qui ne parlent pas le français. Ce n'est pas simple. Ensuite, quand ils parlent français, notamment les personnes qui sont issues des anciennes colonies, il y a une réelle complexité du dispositif institutionnel dans lequel ils atterrissent. Il n'est pas simple, quand on arrive en Belgique, de savoir, de comprendre, de connaître la complexité institutionnelle de la Belgique. C'est un pays extrêmement compliqué sur le plan institutionnel. Vous avez différents niveaux de pouvoir, et chaque niveau de pouvoir a son aire, disons, d'autorité ou de compétence. Et quelquefois, on s'y perd un peu. Je le dis aussi bien pour les étrangers que même pour les Belges eux-mêmes, donc c'est très compliqué. Ça, c'est un deuxième niveau de difficulté qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, il y a le troisième niveau de difficulté qui, à mon avis, est la plus importante, c'est celle sur laquelle je vais insister, c'est qu'il y a, si vous voulez, dans la perception des gens qui dirigent les institutions en Belgique, et même d'une certaine manière au sein de l'opinion, une conception de l'immigré qui, de manière dominante, est totalement négative. Je pense que ce n'est pas banal de relever ce fait. L'immigré n'est pas perçu comme quelqu'un qui est là pour apporter quelque chose. Le discours dominant est un discours qui consiste à dire que précisément l'immigré a un poids pour la société. Et certains partis, et pas seulement les partis d'extrême droite, il y a même un discours, je le dis avec tout le respect que j'ai pour mes amis libéraux, il y a un discours au sein même du parti libéral majoritaire qui consiste à dire que le gros des immigrés sont des assistés sociaux. Et ils sont là pour plomber le budget, en fait, de ce qu'on appelle ici les CPAS. Et donc, c'est un gros souci. C'est un gros souci qui fait que, de plus en plus aujourd'hui, ce discours a tendance à se banaliser.
Alors, on ne peut pas négliger ce discours-là. On ne peut pas faire comme si ce discours-là ou cette perception, c'est quelque chose qu'on peut facilement déborder. Et je comprends tout à fait le sens de votre propos. C'est vraiment d'être volontariste, de pousser les immigrés à toujours faire des efforts, à être dynamique, à être toujours en mouvement. Et ça, c'est essentiel. Je le vois au quotidien, c'est essentiel de bouger. Voilà, il faut être dans la mobilité. Mais une mobilité n'a du sens et ne peut avoir vraiment des résultats que dans la mesure où cette mobilité reçoit, ou en tout cas est accueillie d'une manière relativement favorable. Donc il y a un souci par rapport à ça, et je pense que je vais dans un premier temps m'arrêter là. Si quelqu'un a une question précise ou un commentaire par rapport à la présentation de Romer, la parole est à qui veut la prendre. Oui, Victor. La crainte, c'est lui qui accueille, comme l'a dit tout à l'heure André, surtout pour la réalité de la Belgique. Le Belge craint que l'immigré puisse l'étouffer, puisse venir profiter, puisse venir s'accaparer de ce qu'il a. Et l'immigré a une crainte aussi. Comment je vais être perçu? Est-ce que je vais être accepté? Et ce sont deux craintes qu'il ne faut pas négliger. Et ce sont deux craintes construites difficilement, où on ne pense même pas les aborder, ces deux craintes. Et moi je trouve que la plus grande crainte n'est pas seulement celle qui est dans celui qui accueille, mais beaucoup plus dans celui qui est accueilli. Sa crainte, je pense, elle mérite d'être aidée. Elle mérite d'être aidée. D'où le rôle de l'associatif, des associations. Tout à fait. Que nous sommes. Parce que cette crainte fait que, regardez aujourd'hui, chaque fois que je tournais la tête pour voir est-ce qu'il y a encore des têtes qui se sont ajoutées, chaque fois que je tourne ce pour voir s'il y a encore, je peux vous dire que nous sommes combien dans la salle. C'est pas mal. Voilà. Alors ça signifie quoi? Nous n'allons pas maintenant dire pourquoi ils ne sont pas venus. Non. Parce qu'ils sont quelque part. Pour ceux que nous connaissons, en train de chercher à vivre. Et à vivre de quelle manière? À vivre vraiment dans un terme qui m'écoeure chaque fois, à le noir. Et pour le faire, et ce sont des travails qu'on ne trouve pas en journée, et ce sont des choses qu'on trouve toujours dans la nuit. Cette peur-là, je le fais parce que je sais que si je ne le fais pas comme ça, je ne vivrai pas. La crainte, parce que j'ai vu là dans les objectifs de votre association, aborder sans tabou les enjeux migratoires. Premier enjeu, la crainte qu'ils peuvent susciter et les valeurs ajoutées. Je trouve ça très beau. Alors moi, ce n'est pas une question, c'était un constat, mais qui peut aussi être une question dans la mesure où nous pouvons essayer, moi personnellement, poser la question à votre association sur l'expérience que vous menez en France par rapport aux réalisations que vous êtes en train, que vous avez étalées tout à l'heure, que nous aimerions nous aussi profiter à votre retour, que nous restions faire. Comment aider l'immigré qui arrive à surmonter cette crainte-là? C'est très important. Alors d'autres questions viendront. Je sais que ce que j'ai dans la tête se trouve aussi dans beaucoup de têtes. Merci beaucoup. Écoutez, je sais que je n'ai pas la réponse miracle. C'est-à-dire que si je faisais ça, ce serait être irrespectueux vis-à-vis des actions que vous menez. Moi, j'ai foi aux actions que vous menez. Je disais tantôt que les dynamiques migratoires sont différentes. Vous savez, la migration de la côte, par exemple, la côte, c'est les pays, la côte en Afrique. Vous avez, par exemple, la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une migration, il y a plusieurs migrations. Même si de temps en temps, on a l'impression, quand on parle de l'Afrique, il y a un pays en Afrique. Non, il y a plusieurs pays africains et il y a plusieurs régions. Et ces différents pays, ces différentes sous-régions, quand vous prenez la migration d'Afrique centrale, c'est une migration, c'est ce qui est assez surprenant. La migration
la première migration, c'est les années 50. L'Afrique subsaharienne, par exemple, en France, c'est la migration des pays comme le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Ils viennent en France pour travailler et justement, ils sont cantonnés dans des missions subalternes. On ne leur demande rien, on leur dit, d'ailleurs, dans le projet migratoire, la France fait le choix d'aller chercher les personnes dans des zones rurales. C'est-à-dire que dans les années 50, la France met en place des politiques, mais pour aller chercher les personnes dans les zones rurales, donc des personnes qui ne parlent pas le français, des personnes qui ne sont pas intégrables en fait, pour parler entre guillemets. Parce que, vous savez, c'est quand même fort. Quitter la France pour aller prendre des gens au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, on va à Sébabi, on laisse Bamako. On ne prend pas des urbains. Dans les années 50, on choisit d'aller prendre des personnes dans les zones rurales, donc qui viennent dans les foyers, qu'on installe après dans les foyers. Donc, on n'attend pas de ces personnes qu'elles s'intègrent, on attend d'elles qu'elles repartent. Même les dispositifs qui sont mis en place après par l'État, ce sont des dispositifs d'accompagnement au retour. Le dispositif que la France met en place, c'est comment accompagner ces associations à monter des projets pour pouvoir rentrer. Même dans la dynamique migratoire, pendant longtemps, la France met en place des dispositifs qui vont permettre aux Africains de s'intéresser à nouveau à leur pays pour pouvoir partir. Ils ne vont pas d'une façon frontale dire « repartez chez vous ». C'est des pays sur le pays de l'homme. Donc on met en place des dispositifs. Et pour revenir à ce que vous disiez, la crainte rejoint ce que disait monsieur tantôt, excusez-moi, ce que disait André tantôt, sur la question de en face, on n'attend rien de nous, on ne veut pas de nous. Mais nulle part, on attend. C'est pas en France qu'on attend quelque chose des immigrés. Les autochtones n'attendent entre guillemets, les autochtones n'attendent rien des immigrés. Au contraire, s'ils pouvaient rester tranquilles, ça arrangerait tout le monde. Nous arrachons, en France, nous arrachons la parole. Vous savez, pendant l'élection présidentielle, c'était marrant parce que quand vous allez, c'était dans le Jura, je crois, dans le Jura, vous avez des personnes d'origine maghrébine qui parlent désormais avec l'accent de cette région. C'est-à-dire qu'elles ne sont différentes que parce qu'elles sont immigrées. Mais ces personnes posent des problèmes dans le Jura. Ils habitent au quartier et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on pose la question aux Français, ah bah oui, ils disent, leurs parents étaient beaucoup plus... vraiment, nous regrettons le temps de leurs parents, en fait. Leurs parents étaient beaucoup... C'était mieux avec leurs parents. Les enfants, non, on n'en veut pas. Mais les enfants, quand on voit dans le micro, ils disent, ah bah oui, nos parents ont coupé les chines, nous on ne coupera pas les chines. Hein. Vous voyez, les enfants disent, dans la mémoire, et il y a des films qui sont produits aujourd'hui sur ces questions, comment les parents maghrébins, à leur arrivée, ont pleuré. On vous parle déjà du départ. Quand il y a dans la mémoire d'immigrés des films dans lesquels, 40 ans après, on tend le micro à un retraité maghrébin, on lui demande de parler de son départ. Il vous dit, vous savez, on avait préparé un petit plateau pour moi quand j'ai pris le bateau pour partir. Et quand j'ai vu le bateau partir, j'ai pris ce plateau, j'ai jeté dans la mer. Je suis arrivé à Marseille, j'ai voulu manger du pain. Personne ne m'a dit où est-ce que je pouvais acheter du pain, alors que je venais d'un pays où il fait chaud, où il fait beau. Et vous voyez quelqu'un 40 ans après qui se met à pleurer, à chaudes de larmes. 40 ans après, dans un témoignage, la mémoire d'immigrés. Ce pour dire quoi? C'est que les générations d'avant ont connu les difficultés. Nous ne pouvons pas dire pour nos enfants aujourd'hui que les difficultés d'hier seront les difficultés de demain. Notre mission à nous, c'est accompagner accompagner pour que nos enfants ne doivent pas connaître ce que nous avons connu. Ce n'est pas possible. En France aujourd'hui, les choses changent. Vous regardez la télévision, les quartiers ne se laissent pas faire. Et nous nous plaignons pourtant. En France, nous disons non, c'est jamais assez suffisant. Mais il suffit de partir en Italie, il suffit de partir en Espagne. Bon, je ne veux pas citer la Belgique parce que je suis. Pour vous rendre compte qu'il y a du chemin, que nous avons fait du chemin en France. Nous avons fait du chemin. Donc, n'ayez pas peur, comme disait l'autre. Notre rôle à nous ici, c'est de mettre en place des dispositifs entre associations. Si tu es la peur, qu'est-ce que nous construisons collectivement? C'est ça que j'appelle les stratégies collectives. Qu'est-ce que nous construisons collectivement pour que telle personne qui arrive, dès qu'elle arrive, qu'on mette en place des réponses concrètes aux questions qui vont se poser à lui? Ne serait-ce que des petits outils.
Si vous préparez une plaquette pour dire quand vous arrivez à tel endroit, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe, voilà. Vous orientez l'orientation. Vous l'orientez. C'est déjà une réponse. J'imagine que vous l'avez d'ailleurs. Oui, je vais tout de suite rebondir et puis après on va passer la parole au public. Il faut savoir qu'en Belgique, tous ces dispositifs existent. La particularité de ces dispositifs, c'est qu'ils sont, je dirais, complètement contrôlés et gérés par des personnes qui ne connaissent pas la problématique de l'immigration. C'est un gros souci, évidemment. Voilà. Alors évidemment, les associations sont là pour aider, informer, sensibiliser. Mais les associatifs ont également besoin d'avoir un certain soutien, une certaine structuration, même un dispositif, je dirais, législatif qui leur permet de pouvoir fonctionner, de pouvoir prospérer, de pouvoir se développer. Et ça, il est clair que ça ressort des missions des autorités publiques. Un rapport de force. Oui, la difficulté justement avec les rapports de force, c'est qu'il est évident que quand on est dans la situation des immigrés, on est toujours en position défavorable dans ces rapports de force. Et donc il faut évidemment, et ça je pense que c'est ce qu'on fait au quotidien, user d'un certain trésor d'imagination, d'intelligence, pour essayer de parer à ces difficultés-là. Mais j'ai bien conscience, je ne dis pas les choses en l'air ici en Belgique, c'est très difficile. Pour qu'une association puisse fonctionner, elle a besoin d'avoir des subsides. Elle a besoin d'avoir du personnel. Elle a besoin d'avoir des projets. Ces éléments-là, pour les mettre en route, ce n'est pas simple. Formation. Même les formations, il faut avoir des formateurs pour pouvoir suivre les formations. Il faut avoir des programmes pour pouvoir effectivement mettre en route les formations. Donc on a toujours besoin d'un soutien. Et la particularité de la Belgique ici, c'est que le gros des associations, même celles qui ne sont pas immigrées, sont toujours soutenues et financées par les autorités publiques. Donc s'il y a une discrimination par rapport, je dirais, à la répartition des financements, c'est un souci. Je pense que c'est un souci auquel nous avons affaire au quotidien. Et on se bat également d'une certaine manière sur ça. J'ajoute une petite chose qui me semble fondamentale. Je pense qu'il fait la différence entre la France et la Belgique, c'est que la Belgique est un pays de compromis, alors que la France a une réputation d'être un pays de conflit, notamment le conflit social. Alors nous en Belgique, on ne va pas toujours très rapidement au front. On essaie toujours d'abord par des négociations, par la discussion, pour pouvoir déboucher graduellement vers des accords qui sont favorables. Et donc, c'est ce qu'on use au quotidien et qui fait que, d'une certaine manière, on arrive quand même à faire des choses qui font avancer le chemin public comme on dit ici. Juste avant que Nawel ne prenne la parole, parce que je sais que tu vas dire les choses. Alors, juste pour que nous comprenions tous, moi je vous assure, quand je suis arrivé en France il y a 10 ans, on disait « Ah bah oui, les pouvoirs publics ne financent pas les associations d'origine africaine, il faut qu'il y ait un blanc devant, il faut qu'il y ait un blanc président, il faut ceci, il faut cela. » Je sais que c'est faux. C'est faux. Les pouvoirs publics attendent qu'on construise des projets cohérents, des projets avec un contexte, avec des objectifs généraux, objectifs spécifiques, les moyens d'action et tout de suite, dans un cadre que nous pouvons tous comprendre. Parce que je vais vous dire un truc quand même avec les associations africaines. C'est pas parce qu'on déclare une association à la préfecture qu'on a les compétences pour porter une association. C'est pas parce qu'on va créer 150 associations comme ça qu'on devient tout à fait expert en enjeux migratoires, qu'on devient expert en discrimination. Non, il faut que nous sachions identifier les personnes ressources pouvant accompagner les missions que nous avons choisies. L'écriture d'un projet, c'est un métier. C'est un métier, l'écriture d'un projet. Le maillage d'acteurs, c'est un métier. Aller rencontrer les élus, aller rencontrer les parties prenantes, aller utiliser les mots qu'il faut pour ne pas être dans les clivages. Parce que c'est pas parce qu'on a décidé, et on le sait, moi j'échange souvent là-dessus avec Annette, et nous sommes d'accord sur un point. En France aussi, les associations ne sont pas subventionnées, mais elles finissent par croire que celles qui le sont, c'est parce qu'elles ont baissé le front. Non, on est dans des rapports de force. Nous écrivons des projets, nous rencontrons des partenaires. Nous venons de vivre une évaluation avec Nawel, la préfecture est venue, la préfecture de Paris est venue dans nos bureaux pendant 2 heures, après pendant 4 heures. Qu'est-ce que vous faites de ceci? Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Quelle est votre méthodologie? On vous a financé depuis 2008, vous avez fait ceci, vous avez fait ça. À la fin de l'évaluation, nous avions des personnes de l'éducation populaire et tout qui nous ont dit « Ah bah oui, vous faites du travail, vous faites un travail phénoménal, c'est intéressant. Pour la petite association que vous êtes. » C'est pour dire que c'est aussi la qualité de ce que nous offrons. C'est pas parce qu'on est immigré que les gens vont... On ne va pas vers les partenaires parce qu'on est immigré. On va vers les partenaires parce que nous offrons
nous offrons une activité. Il y a un manque, nous avons identifié des manques et nous allons dire aux partenaires, écoutez, dans notre région, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça. Et par rapport aux immigrés, nous nous rendons compte qu'il y a un vide là. Là, il y a un vide que nous avons identifié qui fait qu'il n'y a pas une articulation. Nous proposons de remplir ce vide-là. Et ça va vous servir à vous. Ça va servir aux immigrés et vous articuler avec l'existant. Il y a une autre question qui consiste à vouloir faire ce que les autres font déjà. Pourquoi est-ce qu'on va doublonner? Faites innover dans les projets. Si vous voulez créer, tant qu'à faire, créer ce que les autres n'ont pas encore fait. Si vous voulez faire un projet qui est mené par un tel, ben, vous allez voir les partenaires vont vous dire, oui. Attendez, il y a telle association qui fait déjà ça, pourquoi vous le faites encore? Oui, Nawel, tu voulais dire quelque chose pour que je ne sois pas dans un débat avec le modèle. Oui, mais avant peut-être juste une petite précision rapide, hein, parce que... Oui, non, juste d'un mot, hein, après je vous laisse la parole. Je crois qu'il faut un peu recentrer les choses. Ce qu'il dit, Robiel, est tout à fait juste, hein, mais je pense que pour les responsables associatifs qui sont ici, d'abord, on n'a pas dit qu'on n'est pas financé, hein, on est financé. Moi, mon SBL est financé, donc je ne peux pas dire qu'on n'est pas financé. Donc s'il y a des représentants des autorités qui sont ici, c'est très clair, on est financé. Mais nous, on estime que le niveau de financement qu'on a aujourd'hui n'est pas satisfaisant par rapport aux enjeux, par rapport aux attentes, par rapport aux missions. Ce n'est pas suffisant. Voilà ce que je voulais dire. Sur l'histoire des conflits sociaux, l'idée que les Français sont en perpétuelle révolte et en perpétuelle revendication, moi c'est quelque chose qui nous tient, vraiment qui nous colle à la peau, et vraiment c'est une idée qui est à moitié vraie, parce que vous voyez beaucoup de grèves qui ont en France, qui nous ont fait accéder à beaucoup de droits. Dernièrement, les grèves, elles ne sont faites que pour... c'est une sorte de catharsis pour les gens qui se sentent soumis à quelque chose d'injuste. Et finalement, ça n'aboutit pas. Mais pour moi, c'est essentiel, parce que une société qui n'a pas de conflit, c'est une société qui meurt. C'est une société qui ne dit plus, qui est tellement en souffrance qu'elle ne dit plus ce qui ne va pas. Donc là, on est en train de parler de construction identitaire, il me semble. Donc, je pense que la construction identitaire, elle passe par la volonté de se construire soi-même et de se construire son identité. Alors moi, je vais prendre un exemple personnel, je suis issue de l'immigration. Mes parents ont immigré en France, mais moi je me considère comme française à part entière et marocaine, parce que c'est une richesse et je ne vois pas pourquoi on devrait choisir, mais on décide vraiment de se construire. Et nos parents, ils n'ont pas forcément tous eu le choix de se construire. Et tout à l'heure, on parlait de crainte. Je crois que c'est monsieur qui s'appelle Victor, et les parents, ils ont intériorisé cette crainte qui est directement liée à l'histoire coloniale. Là, nous, il faut qu'on s'en détache. Il ne faut pas qu'on s'en détache comme quelque chose, ça peut devenir un boulet au lieu que ça soit une richesse au niveau historique qui nous a construit, qui nous a rendus plus forts. Parfois, ça devient quelque chose qui devient un poids lourd, alors que ça devrait juste être une référence à ne pas réitérer. Et nos parents, ils se sont traînés avec ce boulet-là. Et nous, maintenant, l'idée, c'est pas de dire qu'on est plus révolté que les autres, c'est de dire qu'on s'est un peu détaché de ce boulet et on va vers autre chose. Et la construction identitaire, elle se décide, mais complètement, quoi. Et ça c'est une éducation à la construction identitaire, elle se fait tous les jours. Et c'est pas unilatéral. Le dernier point, c'est qu'on parle tout le temps d'intégration, assimilation et tout ça. Je pense que la difficulté, c'est d'être en accord aussi avec les choses avec lesquelles on vit. Je vois pas pourquoi intégration, ça devrait passer par faire absolument ce que l'autre fait. Ouais. C'est juste faire partie en fait, je pense que si on arrive au moins dans tous les pays d'Europe, France, Belgique ou d'autres d'ailleurs, à au moins rétablir une sorte d'empathie, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place, eh ben, je pense qu'on se porterait vraiment beaucoup mieux. Et aussi, au sein même des communautés, parce que je peux vous dire qu'au sein même des communautés, que ce soit intercommunauté, on va prendre l'exemple de Cameroun, Gabon, je dis n'importe quoi, ou Algérie, Maroc, ou au sein même d'un pays entre berbères et arabes, ou entre différentes tribus, si on arrive à dépasser ça soi-même, déjà on aura fait un grand pas en avant, et ce sera aussi se pardonner aux autres et se dire on est exactement tous les uns comme les autres. Mais encore une fois, c'est une histoire de pouvoir. Et je pense que ça dépasse complètement, ça transcende toute histoire de construction identitaire, et le pouvoir, il n'a aucune couleur en fait. D'accord, merci beaucoup pour ces mots extrêmement enthousiasmants. Une contribution?
Oui, je reviens sur une intervention du début, à savoir, je suis noire, je suis fière. Ah, et fière de l'être, d'accord. Et je suis fière de l'être. Moi, c'est une expression qui ne m'arrange pas. Ah. Si je veux revenir à l'époque de la négritude, je m'aligne à Rochoï quand il disait le tigre ne programme pas sa négritude. Il arrête sa proie. Il la broie. Ça dévore, c'est plus juste. Bon, alors bon, moi je me dis, si on est noir, on n'a pas besoin de le clamer. Il faudrait qu'on le sente dans notre manière d'être. Comme un adage qui dit, on juge le maçon au pied du mur. Donc, si les noirs veulent vraiment faire ressortir leur identité, montrer qu'ils sont capables de quelque chose, qu'ils peuvent aussi apporter quelque chose, qu'ils le prouvent par leur manière d'être, dans leur comportement. Donc, alors, il ne suffit pas de dire je suis noir et je suis fier de l'être. Moi, je me dis c'est creux. Montre-le dans tes actions. Commençons même par être ponctuel. Commençons même par la ponctualité. Ça, c'est quand même marrant. Toi qui es ponctuel parmi des frères noirs, c'est toi qui es combattu. C'est toi qui es combattu. L'art africain. C'est ça. Pourquoi est-ce que ce serait... C'est comme si c'était une référence. L'heure africaine. Si bien que quand tu arrives à l'heure, c'est plutôt toi qui n'est pas dans la norme. Je vois un autre aspect. On parle de la solidarité africaine. Ça représente quoi? Si ici, nous ne pouvons que nous détruire les uns les autres. Quand on voit un compatriote qui peut émerger, vous l'avez dit tout à l'heure, au lieu qu'il serve de levier, au lieu qu'on le soutienne, c'est alors l'occasion de s'armer pour le détruire. Et on parle de solidarité africaine. Cette solidarité va donc s'exprimer dans quoi? Une solidarité festive, parce qu'il y a la fête, on se retrouve. Une solidarité pour manger. Une solidarité. Bon, tu as eu deuil, je viens à ton deuil, parce que quand j'aurai aussi mon deuil, tu viendras. Voilà où se situe la solidarité. Alors pourquoi clamer je suis fier et je suis noir? Bon, ça c'était un autre aspect. Je n'ai pas fini un autre aspect. On a relevé le fait qu'il faut, si on peut aider les primo-arrivants. Bon, moi je me dis, les responsables de l'association, peut-être qu'il y a des actions à mener dans notre pays d'origine, à savoir demander à nos États si on peut avoir une plateforme dans les ambassades, de manière que toute personne qui vient d'avoir un visa a l'obligation, peut-être de rencontrer un responsable, tu vois, avec qui il peut avoir des échanges par rapport à, disons, par rapport à ce pays où il va, par exemple, apprendre à cet endroit. Quand tu arrives en France, il y a ceci, il y a cela. Je vais prendre un exemple précis. Je prends par exemple le cas d'un étudiant, c'était précisément en France qui arrive. Il a son inscription. Disons, il a eu son inscription, il a déjà la carte de séjour. Il avait des amis qui ne lui disent pas que bon voilà, il faut aller par exemple chercher des cartes de réduction pour les transports en commun. Ouais. Alors qu'il est avec des compatriotes, on ne le lui dit pas. Peut-être qu'il n'a pas posé la question. Non mais est-ce que c'est lui? C'est toi qui le sais. À partir du moment où on doit aider les primo-arrivants, lui qui vient d'arriver, est-ce qu'il le sait? Il ne le sait pas. Puis ça, c'est un phénomène qui n'existe pas chez nous. C'est comme par exemple les projets de la société que les Européens ont et que nous n'avons pas. Je vois le cas par exemple du CPAS ici. En France, je ne sais pas c'est quoi. Oui, bon, par exemple, c'est ça qui pousse aussi les Africains à vouloir être des éternels assistés. Bon, on fait beaucoup d'enfants parce qu'on peut avoir des allocations. Perdant de vue. Je n'accepte pas souvent qu'on dise des choses. Nous participons à alimenter des débats qui ne. Je vais vous dire rapidement. Juste, il y a quelqu'un qui a. Je ne sais pas d'abord si madame a fini avec son. Oui, il a fini de lever le micro. Non, il faut que vous permettez. Oui, bien sûr. Oui, non. Vous avez terminé, madame? Ok. Il y a une autre question? J'aimerais qu'on revienne sur ce que François a dit avant de partir, sur ce que tu as aussi évoqué, et également le père Victor a mentionné ceci. L'intérêt, ce n'est pas le regard de l'autre sur moi, sur nous, je veux dire.
regard que moi-même j'ai sur moi. Quel est le travail qu'il faut faire pour faire évoluer ce regard-là? Parce que ces guerres fraticides, comme Madame vient de le dire, qui minent notre communauté, et toutes ces initiatives communes qui finissent par le sabotage général, je sens que le seul problème, c'est l'estime de soi-même. Quand on n'a pas d'estime de soi, on peut être autodestructeur et détruire l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le regard que j'ai sur moi en tant que migrant, en tant que noir, puisse évoluer, puisque c'est ça peut-être l'enjeu. Voilà, c'est ça. D'accord. Une troisième question. Les suggestions, en fait, et ma manière de voir les choses. On a parlé tout à l'heure de noir et fier de l'être. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec ce que la dame vient de dire, parce que moi, j'ai compris la chose sous un autre aspect. Plus sur l'aspect culturel, sur l'aspect de la beauté du physique. On a parlé tout à l'heure de Miss France, qui n'a pas été représentée dans le documentaire. Et le slogan noir et fier de l'être, moi, je le comprends plus, parce que en Occident, la beauté noire est présentée très négativement. Nous, pour se sentir femme, pour se sentir belle, on nous a toujours appris qu'il faut avoir les cheveux lisses, qu'il faut se renier en fait, se blanchir la peau, il faut se renier. Donc noir et fier de l'être, pour moi, je suis d'accord avec ce slogan parce que c'est pour dire je me mets en avant, je m'accepte comme Dieu m'a créé, je m'accepte en tant que noire avec mes cheveux crépus, avec ma peau noire et belle, et je suis belle comme ça, même si je ne reflète pas le modèle de la beauté européenne, de la beauté occidentale. Je suis fière d'être noire avec tous mes défauts, toutes mes qualités. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce slogan, noir et fier de l'être. Bon, j'avais autre chose à dire en ce qui concernait la crainte. On remarque que tantôt la dame a dit qu'il faut, le changement passe aussi par l'acceptation de soi et l'estime de soi. Je suis très d'accord avec ça parce que tout à l'heure, la crainte a été évoquée. Et je pense que se laisser mener par la crainte, on n'arrive pas vraiment à faire des choses. Je prends l'exemple des étudiants en Europe et plus particulièrement pour le cas de la Belgique, des étudiants africains noirs. En Belgique, c'est difficile quand on termine les études de trouver du travail. Ouais. Beaucoup se retrouvent avec des diplômes en master, en doctorat, à travailler au Colruyt. Je me dis, si j'ai cette estime de soi, tout ce combat que j'ai mené pendant les années d'études, pourquoi aller accepter un boulot d'ouvrier quand je sais que je peux faire mieux? Le monde est un village planétaire de nos jours. Pourquoi ne pas trouver des possibilités, aller travailler dans d'autres pays? La France, l'Allemagne, l'Italie. Ou même en Belgique, apprendre le néerlandais, qui va m'ouvrir des portes. Mais on se résout à aller faire des boulots qui, je dirais, ne sont pas à notre niveau. Et après, on se plaint quand on ne nous a pas tendu la main. Personne ne nous tendra la main si on ne fait pas les efforts pour atteindre ce qu'on veut. Bon, c'est ce que j'avais ajouté au début. D'accord. Donc on va passer à Romuald qui va essayer de nous répondre en fonction de son expérience. Alors, encore une fois, je dirais que je n'ai pas de réponse à tout, mais j'apporte une contribution dans la salle, certainement. Mais il y a une première chose que je voudrais dire et que nous ne pratiquons pas assez, et nous sommes en train de commencer avec le collectif Femmes Africaines, le collectif des Femmes Africaines du Hénon. Le but, c'est il y a ce qu'on appelle l'échange de pratiques. Le fait d'être souvent ensemble pour échanger sur ce que nous faisons, vous ici et nous là-bas, donne des idées sur comment est-ce que nous pouvons être ensemble. Vous avez dit, je crois que vous faites bien de revenir souvent sur la dynamique belge qui n'est pas la même qu'en France et où vous dites aussi quelles sont les difficultés que vous avez ici. On a possiblement les mêmes difficultés avec des réponses adaptées à nos contextes à nous. Donc du coup, forcément, les réponses que nous apportons ne seront peut-être pas valables ici, mais c'est des idées, à vous de voir comment les adapter. La question de fier et être fier, en fait, ce qui dérange dans cette affirmation, c'est qu'elle est défensive. Elle est davantage comme si on se disait, bah oui, vous dites ceci de nous, je m'en fous, pour parler d'une façon vulgaire, je m'en fous, je suis fier et noir. En fait, quand on est fier et noir, et quand on est noir, on n'a pas besoin, on l'est, en fait. On l'est. Pourquoi est-ce qu'il faut ensuite déclarer, clamer que je suis fier et noir de l'être? Est-ce qu'il y a d'autres peuples qui clament je suis russe et fier d'être russe? Je ne voudrais pas vous dire tout ce qu'on essaie de mettre sur nous pour ressembler à Barbie et tout ça. Voilà, je ne voudrais pas entrer dans ce débat. C'est pour vous dire combien
on dit des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous clamons. Vaut mieux se taire et faire les choses. Non, je n'ai pas fini. Non, ne riez pas, il ne faut pas qu'elle prenne ça mal. Il faut pas qu'elle prenne. Elle a raison de dire ce qu'elle dit. Non, je n'ai pas fini. C'est un débat. Oui, c'est un débat. Oui, donc ce que je veux dire là-dessus, c'est que, clairement, sur la question de la fierté gay, je vais reprendre la fierté gay, c'est aussi la gay pride. La gay pride, la black pride. Pourquoi est-ce qu'on va mettre en place des... c'est un peu une forme de discrimination déjà. Le fait nous créons nous-mêmes des facteurs de discrimination. Le fait d'annoncer que je suis noir alors que nous appartenons à la race humaine, comme on dit, c'est dire que voilà, je clame ma différence. Et non, vous allez reparler tout à l'heure. J'ai fini avec l'autre question. Et la question des modèles. La question des modèles, non, vous allez reprendre la parole, c'est que être fier, c'est aussi s'identifier au modèle. C'est avoir des modèles, parce qu'il se trouve que nous atterrissons dans des pays où nous sommes en manque de modèles qui nous ressemblent. Dans un pays comme la France qui est monochrome, on va voir toujours les mêmes à la télévision, la même couleur et tout, finalement on ne sait pas, les enfants vont s'identifier à qui finalement. Quand vous regardez un enfant, généralement il veut être Zidane. Je ne sais pas, si la Belgique a des joueurs connus. Hein? Il y a quelques-uns. Mais souvent, quand ils sont noirs, on va être footballeur, on va être quoi. Il faut que nous ayons. D'accord. Donc, il y a la question des modèles et il y a une question d'accompagnement des enfants dès la maison, dès le bas âge. Comment est-ce que nous accompagnons nos enfants? Qu'est-ce que nous disons? Quel discours nous donnons à nos enfants? Parce que si nous disons que nous-mêmes, nous avons par rapport à notre histoire, la question de la mémoire, nous avons par rapport à notre histoire des choses que nous n'assumons pas, l'esclavage, la colonisation, qu'on nous renvoie souvent en présupposant que nous sommes des petits-fils de colonisés, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous faisons pour rétablir la vérité dans le discours que nous tenons à nos enfants à la maison? Qu'est-ce que nous faisons par rapport aux uns aux autres pour voir dans quelle mesure, justement, les personnes, les jeunes, nos jeunes peuvent s'assumer? Parce que la question d'assumer son identité, pour revenir à la question identitaire, prend toute son essence. Comment j'utilise mon identité pour me projeter? Comment j'utilise mon identité? Et juste une question. Nous avons quelqu'un, Toby Nathan, c'est un grand sociologue français qui a mené des études cliniques sur les personnes, sur les migrants qui avaient des problèmes traumatiques de migration et tout, disait que souvent, quand vous parlez avec des migrants, vous allez prendre les migrants du bassin du fleuve Sénégal. C'est souvent des personnes qui ont immigré parce qu'ils sont venus chercher un travail et tout. Lui, quand il interroge ces personnes au cours de l'accompagnement clinique, c'est qu'il impose la question, dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. Je ne veux pas qu'on me dise que tu es. Toi, dis-moi qui tu es. Et généralement, ces personnes sont les fils de chefs, les fils de rois. Ils ont une histoire dans leur pays, ainsi de suite. Et ici, ils se retrouvent comme balayeurs, comme ceci. Donc, on a, comme ça, changé le regard que ces personnes, cette fierté qu'ils avaient d'être fils de... Voilà, maintenant, comment on rétablit auprès de ces personnes, justement, là où je vais couper, comment on rétablit auprès de ces personnes cette dignité du débat et qu'est-ce qu'on est devenu ici, ainsi de suite. Parce que le balayeur, quand vous voyez quelqu'un qui fait le nettoyage, on a l'impression que ce n'est que le nettoyeur, entre guillemets. Mais c'est quelqu'un qui a une histoire, qui est parti de quelque part, qui est arrivé là. Comment accompagner ça? Allez, toi qui es de l'Ouest Cameroun, je sais que tu es fille de roi. Il faut dire à tes enfants, par exemple, que vous savez, maman, c'est une princesse. Hein, et puis, peut-être que l'enfant, quand il va parler, il va dire, tu me traites n'importe comment, moi je suis prince. Comment est-ce qu'on construit ça auprès des enfants? Merci. Voilà. Oui, en fait, j'interviens pour une raison très simple, c'est que je me rends compte que souvent, effectivement, dans les débats que l'on a, on parle de modèles, on parle il y a toujours la complainte rituelle, voilà, nous sommes discriminés, etc. Et il y a aussi cet aspect qu'on doit effectivement apprendre les uns des autres. Et pour moi, un des éléments qu'on devrait apprendre, et peut-être sur lequel on devrait beaucoup réfléchir, c'est la notion de valeur. Parce qu'on le sait bien, toute communauté humaine vit sur un ensemble de valeurs. Et ce sont ces valeurs qui innervent en quelque sorte, qui permettent aux gens de se mouvoir, d'entreprendre des actions. Et moi, je me pose toujours la question, est-ce que dans les associations, justement, enfin, disons les associations, ne pourraient pas être
des canaux, des lieux, des espaces, hein, où on pourrait faire connaître les valeurs défendues dans la communauté où l'on est, parce que finalement, quand on vient de dire je suis belge, je suis français, je suis allemand, je suis polonais, danois, tout ce qu'on veut, est-ce qu'on sent que derrière ce qualificatif, derrière cette notion, ce gentilé comme on dit, il y a tout un ensemble de valeurs que cette société défend. Et c'est ça peut-être là où se trouve le problème. Parce que quand on ne connaît pas les valeurs, et moi je dirais que même le problème du choc culturel, c'est surtout aussi un problème de choc de valeurs. Parce que quand on vient de l'Afrique, quand on vient d'un continent, d'un pays, d'une culture, on a un certain nombre de valeurs qu'on porte en soi. Et si on ne sait pas les intégrer avec les valeurs du lieu où on se trouve, effectivement, on se trouve en conflit. Je vous donne un petit exemple concret pour bien situer les choses. Et c'est ce que je donne souvent aux gens comme exemple pour dire comment les choses se passent. Ici en Europe, quand vous allez aux États-Unis, le modèle, disons la valeur fondamentale, c'est le travail qu'on peut faire soi-même pour arriver à quelque chose. On dit, je suis arrivé avec un sens dans ma poche, je suis maintenant millionnaire. Pourquoi? Parce que le travail personnel est très important. Et si vous arrivez ici en Europe, c'est l'inverse. Vous venez d'où? C'est pour ça que peut-être on a des problèmes. Vous êtes de telle famille, est-ce que vous êtes de telle, etc. Ce qui fait que finalement, on n'a pas les mêmes valeurs et que finalement, ça aboutit à des actions différentes. Voilà. Merci. Peut-être mademoiselle Volé, tout à l'heure, qui a été interpellée sur la question de la fierté noire, veut peut-être dire un mot rapide avant de passer la parole à Victor. La fierté, c'est en fait la femme noire ou bien le noir, c'est quelqu'un c'est le peuple le plus dénigré dans le monde. Donc, la réaction défensive qu'on a en disant je suis noir et fier de l'être n'est qu'une réponse automatique. Elle est automatique. Je veux bien qu'on dira oui, on continue à je ne hiérarchise rien, mais je vois juste ce qui se passe dans le monde. Et je trouve que c'est une réponse qui a sa place. C'est vrai, on me dira oui, il faut se comporter, se taire, mais le comportement du noir, c'est lequel? Je veux dire, la ponctualité, c'est un problème, c'est pas un problème de nous. C'est vrai, les noirs ne sont pas ponctuels, mais je veux dire, c'est pas parce que je suis ponctuel, je ne sais pas comment exprimer ce que je veux dire, mais le comportement du noir, c'est lequel? C'est un comportement humain. C'est juste de respecter l'autre, que ce soit blanc ou que ce soit noir. C'est pas parce que je me comporte de cette façon qu'on va dire que je suis noir. Donc, je trouve que ça place d'être de dire noir et fier de l'être. Moi, c'est tout simplement pour appuyer d'abord ce que François dit et ce que Robert a dit, en nous invitant, nous tous, à une chose, une réflexion que je me suis toujours faite, qui est peut-être à la base de toutes ces craintes-là. Je pense que ceux qui ont écrit sur nous, sur l'Africain, ceux qui ont écrit avant nos écrivains africains, ce ne sont que les Occidentaux qui ont été chez nous, qui sont venus, qui ont mis quelque chose sur nous, et que les générations, les Occidentaux lisent et ils nous prennent à base de ce qu'ils ont lu. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont jamais été chez nous. Bon, ils ont dit voilà ce qu'on nous a appris. Il ne faut pas leur tenir rigueur. Ça, c'est la part de l'intellectuel. Il lit, voilà, c'est que moi j'ai appris. Là, je pense que c'est normal. Alors, c'est une invitation que je nous lance, nous, de ne plus donner l'occasion à la personne qui ne nous a pas connus ou qui ne nous connaît pas de la base de continuer à se référer à ce qu'il a lu, mais qu'il se réfère à ce que nous sommes devant lui maintenant pour rejoindre nos deux interlocuteurs. À travers nos actes, nos actions, eux-mêmes diront, mais ce n'est pas ce que nous avons lu, mais ils sont tout autres, mais qu'est-ce que nous faisons? La léthargie, abandonnons ça et ne nous laissons pas faire par ces histoires-là. Et je termine par dire que dans ma tribu, par exemple, quand on peint quelque chose en blanc, c'est du fantôme. Et qui dit fantôme dit mauvais. Si vous voulez effrayer quelqu'un, il faut vous couvrir du blanc. Mais si vous voulez quelqu'un vienne, vous pouvez être normal. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour dire qu'il y a ceci, mais pour dire valorisons-nous tels que nous sommes. Évitons des slogans. Le temps de slogans est fini. Merci beaucoup. Oui. Alors, peut-être une réponse à tout à l'heure. Je tenais à vous dire que
nous sommes riches les uns les autres tels que nous sommes, c'est-à-dire que nul n'est si grand qu'il n'a rien à recevoir, nul n'est si petit qu'il n'a rien à donner. Parce que généralement, nous sommes dans les conflits, des guerres, et moi je crois que nous sommes peut-être immigrés, mais immigrés de par statut. Enfin, oui, peut-être on n'est pas là. Le mot immigré nous colle à la peau. Nous, nos prochains débats en France, ce sera immigré jusqu'à quand? Parce que nous nous sommes rendus compte du fait que quand on est noir, on nous appelle première, deuxième, troisième, quatrième génération. On se dit qu'ils vont appeler. L'un de nos combats, c'est de ne plus qu'on cesse d'appeler les jeunes deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération. C'est pour dire tout simplement que considérer les gens dans ce qu'ils sont, pas par la couleur de leur peau. Et les débats chez nous, c'est ça. C'est qu'avec François, Nawel Awaja avec François, nous on s'est revus, on se pose la question de savoir comment nous faisons avancer les lois. Parce que le débat en France aujourd'hui, c'est comment nous posons au niveau de l'Assemblée nationale des questions, des problématiques qui sont les nôtres. Comment nous associons les députés à ce que nous faisons. La chance que nous avons aussi, c'est que à force d'agir comme nous agissons, vous allez sur notre site www.ani-international.org, vous verrez que nous avons rencontré tout ce qu'il y a comme institutionnel en France. J'ai fait plusieurs réunions avec le président Chirac, j'ai fait une réunion avec le président Sarkozy, j'ai fait des réunions avec David Bank, avec le Premier ministre. Tout ça, ce n'est pas que je suis plus fort. C'est comment est-ce que nous nous organisons. D'ailleurs, j'ai rencontré le roi des Belges ici, dans le cadre des activités associatives. Toujours comment... Vous avez obtenu des résultats concrets sur ça? Oui, sur les questions. La première question, avec Jacques Chirac, c'était la préparation des G8. Et la préparation de ces G8, pourquoi est-ce que nous l'avons rencontré? Je l'ai rencontré parce que Tony Blair avait mis en place la commission pour l'Africa et avait fait un tapage médiatique dans lequel il annonçait que la diaspora était partie prenante. Et dans la diaspora, il y avait Liliane Thuram, il y avait Manu Dibango. On a fait un papier dans Jeune Afrique qui est paru, dans lequel je disais, mais c'est incroyable, c'est occidentaux. Donc dès qu'il faut parler de diaspora, on va nous prendre des footballeurs. Ce n'est pas que j'ai quelque chose comme Manu, j'ai rien contre, c'est des bons chanteurs, voilà, mais appeler des personnes qui peuvent permettre au débat d'avancer. Et l'article a fait le tour du Quai d'Orsay. Et du coup, j'ai lu un courrier du président Chirac qui voulait que je participe à la réunion du G8 et j'ai fait 3 réunions préparatoires des G8 à partir d'un coup de sang. Et après, c'est de la même façon que par rapport à nos parcours, on sait qu'il y a des problématiques que vous pouvez porter tout doucement, des problématiques que vous portez, vous les posez. Et ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, on a eu des vraies personnes de diaspora, enfin, des vraies personnes ayant qualité sur les problématiques qui étaient abordées. On participe à ces débats. Le but, c'est ça. Comment vous vous organisez pour oser? Vous allez le voir sur le site. On a pu faire des choses, y compris en Afrique. C'est tout ce que je vous dis. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. L'histoire de la crainte, si nous avons peur, pensons que nous aurons peur aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure. Mais je laisse rapidement juste dire deux petites choses. D'abord, la première chose, c'est pour revenir un peu sur le débat qui s'est un peu esquissé, sur la fierté noire, et le fait de le proclamer. Pour ceux qui ont un peu une connaissance de l'histoire des peuples noirs, aux États-Unis, mais même en Afrique et en Occident, c'est le fruit, en fait, de toute une histoire de domination et de discrimination qui a produit cette réaction. Et cette réaction n'est pas en fait un simple slogan. C'est d'abord et avant tout, je dirais, une expression politique. Pour dire qu'il y a une contestation de la valeur du noir qui a été organisée, structurée dans l'histoire et qui s'est sédimentée pendant des années, des décennies. Alors, la réaction face à ce déroulement complètement rationalisé de la négation de la valeur du noir a été à un moment donné de commencer à s'organiser, notamment aux États-Unis, pour répondre d'abord de manière politique à cette tendance qui était très forte. Alors, quand les gens se sont organisés pour commencer à proclamer la valeur du fait d'être noir, c'était en réaction à toute cette histoire. Et ce n'est pas banal. Et quand on dit qu'il y a une histoire qui a été organisée pour écraser et dominer le noir, il y a des politiques publiques qui sont mises en place pour concrétiser justement toute cette vision de l'histoire. Le fait qu'à un moment donné, on dise non, qu'on commence à opposer autre chose, c'est en réaction et c'est tout à fait légitime. Ce sur quoi on pourrait peut-être commencer aujourd'hui à nuancer par rapport à cette proclamation, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus simplement se borner à se proclamer beau et fier. Il faut, et sur ce point je suis d'accord avec vous, il faut aller au-delà.
Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le discours très volontariste que vous avez tenu jusqu'ici, de dire il faut non seulement s'affirmer, mais faire des choses, et faire des choses concrètes. Et toujours partir de l'idée que ce qu'on peut être capable de faire, on doit le faire. On ne peut pas laisser les autres commencer ou continuer à faire les choses à notre place, ou commencer à analyser ou décider à notre place. On doit s'investir, on doit s'impliquer, et on doit faire des choses. Et ça, de ce point de vue, je pense que c'est une leçon, d'une certaine manière, qui probablement rencontre aussi certaines de nos pratiques que nous avons ici, mais qui, à mon avis, d'une certaine manière, se combine avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais simplement remercier d'abord l'organisatrice, évidemment, de cette activité. Évidemment, toutes les personnes comme Josué qui sont impliquées de manière vraiment personnelle, ainsi que notre ami là-bas, pour que cette soirée soit une réussite. Un grand merci évidemment à Romuald qui est venu de très très loin, mais qui a un sens très fort de la communication, puisqu'on sait désormais ce que Annie veut dire et ce qu'il fait. Et donc, merci à vous tous d'être venus, et j'espère qu'on aura très bientôt encore ce type d'échange.